Bonjour à tous. Bienvenue ce matin pour un nouveau petit déjeuner de Heart Leadership University. On a la chance ce matin d'être accueillis au Centre des jeunes dirigeants par Christian Andréau, son délégué général. Et on va passer 2 heures ensemble sur le thème de la matinée, nouveaux risques et secrets des affaires, pourquoi et comment mieux anticiper, mieux se protéger. Donc je suis Hélène Le Thénault, présidente de cette association d'éducation à caractère éducatif et scientifique, association d'intérêt général créée en 2021. Et donc nos activités consistent à produire des contenus éducatifs innovants, un peu sur des thématiques renouvelées pour dirigeants d'entreprises, beaucoup pour dirigeants de PME, ETI principalement, ainsi que des travaux de recherche sur les nouveaux enjeux du leadership et l'évolution du leadership. Pour vous dire un petit peu le constat de départ et pourquoi on a voulu créer un petit déjeuner sur cette thématique ce matin, c'est de revisiter le rôle ou l'extension du rôle d'un dirigeant leader en 2026. On a volontairement mis une image de phare dans la tempête pour donner cette idée qu'un dirigeant a la nécessité aussi d'être visionnaire et d'être solide, bien ancré sur ses valeurs, sur des connaissances, bref. Et aussi d'être en résonance avec l'état du monde. Et quand c'est la tempête, il ne faut pas minimiser la tempête. Donc il y a un enjeu déjà, c'est ce matin de pouvoir partager avec vous l'état de la tempête. Tempête, guerre économique, hyper-guerre, qui fera une partie de cette présentation. Et qui nous amènera à la question des nouveaux risques. Et puis donc le rôle de notre association dans cette affaire, c'est de vous aider à naviguer sur une trajectoire plus sûre. Donc aider les dirigeants qui le souhaitent à naviguer plus sûrement, si possible vers une économie viable, robuste, contributive, en préservant notre humanité. Et si possible, et c'est bien le sujet, l'exercice difficile du dirigeant, c'est de faire des choix. Donc les déterminants forts de HLU, ce qu'on apporte le plus souvent, c'est une réflexion sur l'intuition, l'empathie et le courage. Par rapport à la thématique de ce matin, sur les nouveaux risques et le secret des affaires, on va probablement parler à un certain nombre d'endroits de l'intuition. Et aussi du courage de leader, qui est de ne pas minimiser ces risques, de les prendre à bras-le-corps, de les anticiper, et dans un certain nombre de cas, quand on peut les traiter. Alors, les mots-clés de ce matin, le vocabulaire commun que je voulais partager, et ensuite, quelques définitions. On va essayer d'aller assez vite, parce qu'on ne va pas faire un cours, on va avoir énormément de témoignages et de prises de parole, bien sûr. Toutefois, quand on parle de nouveaux risques, on avait vraiment envie de vous partager des mots-clés de géopolitique, et notamment l'intérêt de mettre le bon mot, de nommer et de comprendre ce que serait l'hyperguerre. Et vous allez, dans peu d'instants, entendre une présentation de Jean-Michel Valentin, auteur d'un livre précisément titré « L'hyperguerre ». Deuxièmement, si on pose ce constat de l'hyperguerre, on va se demander comment on peut naviguer en tant que dirigeant dans ce qu'on va appeler le brouillard de guerre, que je vais définir juste après. Troisièmement, on va revisiter la notion de leadership, un leadership développeur. Il y a toujours une dimension de conquête, pas forcément d'agressivité, mais de conquête et de développement. Mais le contexte nous impose aussi une réflexion sur le leadership de sécurité et de défense. Ensuite, on va avoir des mots-clés qui ont trait au secret des affaires, que je vais m'appliquer à définir aussi, et des notions autour des données. Différence entre les données sensibles et les données stratégiques, enjeu de transparence. Est-ce que plus de transparence est toujours bénéfique? Et on va largement en débattre. On va préciser aussi la définition de la surface d'attaque, qui est un mot très technique que certains d'entre vous connaissent, d'autres pas. Donc on va se faire du vocabulaire commun. Et puis, on va bien entendu parler des super pouvoirs des IA dans les deux sens du terme, c'est-à-dire les super puissances des IA en tant qu'acteurs et les super pouvoirs technologiques de l'IA et des familles d'IA. Et enfin, puisque nous sommes au centre des jeunes dirigeants, on va se demander comment en tant que dirigeant, dans ce bazar, on peut agir de manière lucide, courageuse et avec quels outils. Donc, quels sont les moyens d'agir dans ce contexte et dans ce paysage. Alors, donc, sur ces mots-clés, on pourrait là encore y passer 2 heures. J'ai fait un choix, je vais parler de seulement quelques notions. Une première, c'est le brouillard de guerre. Alors, d'aucuns m'ont dit brouillard de guerre, c'est un peu agressif comme notion. Ton dessin avec des soldats qui se tirent dessus, ça va nous pourrir l'ambiance ce matin. Mais, le brouillard de guerre est un mot qui vient d'un excellent texte du général Clausewitz dans Vom Kriege qui dit « La grande incertitude liée au manque d'informations en période de guerre est d'une difficulté particulière parce que toutes les actions doivent dans une certaine mesure être planifiées avec une légère zone d'ombre qui, comme l'effet d'un brouillard ou d'un clair de lune, donne aux choses des dimensions exagérées ou non naturelles. » Bon, déjà, c'est très poétique. On pourrait se dire, là, c'est vachement poétique. Mais au-delà de ça, ça veut dire que parfois, on ne voit pas bien ce qui se profile. On peut penser que c'est un nouvel attaquant, on n'a pas trop idée de sa forme, on ne sait pas trop si c'est un bonhomme ou un char ou autre chose.
Mais ça, c'est le brouillard de guerre du 19e, 20e siècle, c'est le moins pire. Donc je vous ai mis 2 autres visuels, parce qu'en fait, le brouillard de guerre auquel on fait face en tant que dirigeant aujourd'hui, c'est encore autre chose, c'est l'ennemi invisible. Et donc c'est pour ça que je vous ai mis cette petite image. C'est d'abord une virtualisation de l'attaquant potentiel, une distanciation des attaquants potentiels, bref, un certain nombre de choses qui fait qu'on n'y comprend plus rien et que ce chaos dans lequel nous nous trouvons dissimule les événements et la stratégie du commandement d'en face. Donc c'est le brouillard de guerre version 2. Voilà. Ça va, donc pour le brouillard de guerre. Alors, les données stratégiques du dirigeant. Là encore, on pourrait dire, ici, dans un réseau et comme HLU, des écosystèmes de dirigeants assez humanistes, on n'a pas forcément toujours poussé à bout la notion de la donnée stratégique. C'est-à-dire qu'on développe son entreprise tranquillement, positivement, et on a peut-être un peu oublié que sont les données stratégiques vitales nécessaires à la pérennité et sécurité de l'entreprise dont on s'occupe. Donc je vous fais l'offense de vous rappeler les types de données stratégiques, c'est pas forcément très original, industriel, économique, commercial, personnel, mais en un peu plus de détails, vous dire ce qu'il y a dedans, puisqu'on va donc parler de nouveaux risques qui portent sur certaines nouvelles données qui seraient soit diffusées, soit divulguées, soit volées. Données industrielles, des savoir-faire, des brevets, la composition, le processus de fabrication d'un produit, le développement d'une innovation, etc. Données économiques, le taux de marge de l'entreprise, le prix d'achat des matières premières, le plan de rachat de l'entreprise concurrente, etc. Données financières, les moyens de paiement des clients, des informations bancaires, les fiches de paye et bien d'autres. Données commerciales, les contrats avec les fournisseurs, la liste des clients, la politique de prix, la stratégie marketing. Données personnelles, des salariés, des clients et des prospects, adresse des fournisseurs, numéro de passeport, données médicales, appartenance syndicale et j'en passe. Bon. Donc il y a une infinité de données stratégiques et on pourrait se dire, bon, comment peut-on donc maîtriser tout ça? Totalement impossible. Donc il y a un sujet de discernement qui est dans l'ensemble de ces données, quelles sont les données réellement stratégiques aujourd'hui et demain. Et puis, cerise sur le gâteau, à l'ère du cloud et des IA, qu'est-ce qu'on va réussir vraiment à protéger, même si on souhaite le faire? Et donc, ça a amené... dans la préparation de cette table ronde, à une discussion sur qu'est-ce que ce serait que le secret des affaires. Est-ce qu'il y a une définition juridique du secret des affaires? La réponse est oui. Depuis la loi du 30 juillet 2018, vous avez le blabla à l'écran, qui est une transposition d'une directive européenne. Il y a une définition du secret des affaires comme une information qui revêt une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret. Bon. Et ça rend illégale l'obtention, l'utilisation, la divulgation de cette information. Donc, il y a un cadre de droit, mais comme souvent, pas forcément appliqué déjà, et pas forcément étanche ou efficace face à l'extension de la puissance des acteurs numériques et des IA. Et on va très largement en débattre dans la deuxième table ronde. Et bien entendu, au fond du fond, un débat permanent entre ceux qui disent « il y a besoin de transparence » et ceux qui disent « non, il faut absolument protéger finalement l'entreprise et en dire le moins possible ». Et donc, les 2 angles des 2 tables rondes que vous allez découvrir tout à l'heure, c'est un angle CSRD d'abord et un angle intelligence artificielle ensuite. Et je dois à Cyril, qui présentera tout à l'heure dans la deuxième table ronde, le fait d'aller chercher un mot que je ne connaissais pas, j'avoue mon ignorance, comme beaucoup d'entre nous, le mot surface d'attaque. Alors on va faire un petit sondage à main levée pour se réveiller. Qui avait déjà entendu parler de surface d'attaque dans cette salle? Bon. Eh bien, c'est intéressant et informatif. Ça veut dire que c'est pas mal de s'en parler ce matin. Donc, j'ai mis une des définitions. C'est l'ensemble des points d'entrée que des cybercriminels peuvent exploiter pour obtenir un accès non autorisé, soit au réseau, soit aux actifs d'une organisation. Donc, ça peut être une surface d'attaque physique, les data centers, les serveurs, les ordinateurs, tout ce que vous voulez. Une surface d'attaque numérique, toutes les données elles-mêmes, les mots de passe qui vont avec, etc. Et une surface d'attaque humaine, puisque vous connaissez bien entendu tout ce qu'on appelle attaque par ingénierie sociale et tout le bazar. Bon. Et donc, il y a 2 réflexions à avoir. C'est plus on produit de données, plus on en transmet à des tiers, des fournisseurs, des cabinets partenaires, plus on augmente sa surface d'attaque. D'une. Et de 2, plus il y a d'IA, plus il y a des outils pour aller faire n'importe quoi avec ces données aussi. Bon. Alors, je vous ai mis une blague sur réduire sa surface d'attaque avec une petite caricature à droite où le gars dit « Pour les moustiques, c'est bien ton armure, mais pour protéger toute votre intelligence déportée sur le nuage, ça ne va pas suffire. » Et vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la fuite de toutes les données critiques, savoir-faire, intelligence de l'entreprise, partout. Voilà. Et donc, on a l'impression de mettre des armures qui servent en fait à pas grand-chose. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Donc, on va justement traiter ce sujet qui est dire voilà, comment on peut faire dans ce contexte. Et en plus, dans ce contexte mouvant, donc dans ce brouillard de guerre. Alors, c'était ma petite intro du matin. Je vais te passer la parole, Christian, pour que tu nous dises, en tant que délégué général du CJD, qui est le CJD déjà? Qu'est-ce qu'on y fait?
des sujets sur l'IA par les PME et peut-être des mots sur la robustesse, tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Déjà, je voulais vous féliciter d'être resté. En petit déjeuner, on a parlé de guerre, d'attaque, etc. Dès l'entrée, donc vous avez des anxiolytiques à côté, à côté des viennoiseries. Donc, bienvenue au CJD, on ressemble des jeunes dirigeants. Alors nous, on est un petit peu plus vieux, on a été créé en 1938 et on continue à être un réseau associatif de dirigeants d'entreprise, de 6000 dirigeants d'entreprise, de PME, un peu partout en France, dans tous les secteurs d'activité, qui s'engagent pour rendre leur entreprise plus agréable, leur business le moins toxique possible, durable, robuste, oserais-je dire, tellement le mot est à la mode, mais je vais quand même le faire et peut-être même un petit peu l'aborder. Donc s'engager autant sur le niveau social qu'environnemental pour une lecture de la performance de l'entreprise qui soit globale et donc qui intègre les différents piliers de la RSE, mais pas uniquement. On a beaucoup de valeurs en commun avec HLU. Donc, c'est la maison des JD ici, la maison des JD et de leurs amis. Donc, nous sommes ravis de tous vous accueillir. Alors, bien entendu, l'IA est pour nous un sujet. Le CJD, c'est une école des dirigeants. Donc, on apprend autant au JD à se servir de l'IA qu'à ne pas s'en servir, en fait. Et c'est bien l'un des sujets clés, c'est-à-dire où et quand et comment, où je positionne l'IA, où j'en mets surtout pas, quel est le périmètre, qu'est-ce que je délègue. Toutes ces questions-là, on essaye de les traiter à échelle de nos boîtes. Et donc, on a commencé par le début, avec HLU, en faisant une charte. On se dit, on commençait, alors en CJD, on est très très axé sur des piliers de valeur, très importants. On va déjà commencer par appliquer ces valeurs et réfléchir à l'utilisation de l'IA, une utilisation qui soit éventuellement la plus frugale possible, une utilisation qui prenne en compte des aspects éthiques, environnementaux, et surtout, Hélène, tu l'as dit, une IA qui nous permette de garder notre discernement en tant que dirigeant. Parce que c'est bien ça la question, en fait. D'une part, on a une pression absolue, quand il suffit de se balader sur les 4x3, un petit peu partout, et sur les couvertures de magazines, disant aux dirigeants, sans l'IA, de toute façon, vous allez tous mourir. Bon. Nous, on avait plutôt tendance à penser que ça allait être le climat ou le contexte géopolitique. Bon, visiblement, c'est peut-être un peu lié, mais en fait, voilà, c'est pas un petit déjeuner complotiste sur la convergence des théories que je vous propose. Mais en tout cas, l'apprentissage qu'on va avoir au CJD est aussi de résister à la pression mise sur l'IA, qui est une pression de l'usage technologique. En fait, qu'on connaît, on l'a connu sur la dématérialisation, on l'a connu sur plein de choses comme ça. En fait, les dirigeants d'entreprise vont être soumis à une pression d'utilisation de l'IA extérieure, où tout un tas de monde nous dit que sans l'IA, point de salut, très clairement. Pour des dirigeants de PME, on a plutôt été habitués à se démarquer par l'absence de standardisation. C'est-à-dire, en fait, on est sur parfois des niches, on est sur des spécificités de produits, donc on va garder notre spécificité. Spécificité de production jusqu'à présent. Alors que maintenant, on est aussi confronté à une standardisation des réflexions, standardisation des contenus, standardisation des posts LinkedIn, par exemple. Je pense que vous souffrez autant que moi à chaque fois que vous déroulez, que vous ouvrez ce réseau. Et donc, cette particularité-là, et c'est également ce qu'on essaye d'apprendre au CJD dans le déploiement de nos actions. Alors, comment on fait parce que la charte, c'est pas très suffisant. Donc... C'est un bon début. C'est un bon début. On va commencer par la charte. C'est déjà pas mal, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en pense? C'est quand même quelque chose. Alors, la charte, vous la retrouvez sur notre site internet. C'est facile, il est très bien fait. Je vous recommande. On a monté une commission de travail. Une commission de travail qui se déploie partout en France, auprès des JD, pour leur apprendre et co-construire une utilisation raisonnée de l'IA et qui ne soit pas toxique en termes de... comment dirais-je, transfert de données. Voilà. On parle beaucoup de l'usage, on parle beaucoup de la technologie, on parle très très peu des données, alors que pour nous, tout part de là, en fait. J'envoie un classeur Excel pour faire des stats ou un traitement ou une analyse, mais dans le classeur Excel, il y a quoi, en fait? Il y a des numéros de sécu, il y a des données stratégiques pour l'entreprise, il y a qui est derrière la machine, en fait. On se pose ces questions-là. Qui on alimente, qui on aide à développer. Alors, la question de souveraineté des données sont parfois des choses qui passent très au-delà de nos préoccupations en termes de chefs d'entreprise et de petites boîtes. Et pourtant,
ces questions-là, désormais, on doit se les poser. C'est-à-dire, comment je nourris la machine, en fait? Qui nourrit le monstre, peut-être? On va dire ça. Donc, résister à la pression, garder son discernement, éventuellement avoir conscience que tout ce qui est gratuit, en termes, on l'a bien vu avec les réseaux sociaux, les GAFAM, etc., tout ce qui est gratuit ne l'est pas. Donc, qui a intérêt à ce que je lui transmette toutes mes données? Et qu'est-ce que ça va devenir ensuite? Est-ce que je détruis pas le business de mon petit copain aussi? Donc, s'il y a des choses comme ça qu'on développe dans les commissions, donc on forme des animateurs de commission. Ces animateurs de commission se déploient dans toutes les sections du CJD. Je pense qu'il y en a même un dans la salle. Coucou Thomas, il est là. Voilà. Donc, si ensuite, pendant la pause, vous voulez aller discuter, mais qu'est-ce que c'est qu'une commission IA au CJD? Tadam, voilà, vous l'aurez en vrai. Donc, l'enjeu, c'est bien de faire comprendre ce qu'est l'IA, à quel endroit il faut le déployer, pour garder aussi son indépendance et la maîtrise de son organisation. La maîtrise de son organisation, ça veut dire aussi documenter les usages. En fait, je ne me risquerai pas à vous faire lever la main de savoir ce que vous êtes sûr dans vos entreprises de tout l'usage de l'IA par vos collaborateurs. Personne, en fait. Personne, et c'est normal. Je ne vous blâme pas. Moi-même, en fait, je dirige une équipe de 27 personnes qui sont notamment ici, dans le CJD, et nous ne savons pas toujours, dans les textes qui nous arrivent, dans les produits qui circulent, ce qui relève de l'IA ou pas. Donc, nous avons bien essayé de charter notre utilisation interne aussi, en demandant d'être avertis. Nous ne sommes pas forcément toujours sûrs que cette consigne est tout à fait respectée. Donc, définir les usages, les décrire et surtout leur périmètre, c'est vraiment pour nous un enjeu crucial. Voilà. Cette question de la robustesse, elle nous anime bien entendu. Les crises sont multiples. Il peut y avoir demain une crise de l'IA. En fait, on sait que tout ceci, on va peut-être en parler, mais c'est assis sur des modèles, notamment financiers, qui sont pour le moins, je ne sais pas si on peut dire précaires, mais en tout cas, le risque de bulle est jamais loin. Si mon business dépend intégralement de ces machines-là, en fait, tout ou partie, qu'est-ce qui se passe demain si le modèle devient ultra payant, ultra cher, le modèle éventuellement s'effondre, ou le modèle finalement est confisqué par un régime autoritaire, quel que soit son côté de l'Atlantique. Donc, garder la maîtrise de son destin face à l'IA est vraiment quelque chose qui nous anime également. Je vais finir en disant que le CJD, dans sa position, bien entendu, n'est ni pour ni contre, bien au contraire. On ne peut pas être sur une position comme ça n'aura aucun sens, mais garde un regard prudent et critique concernant les IA. Et on replace ça vraiment sur un sujet de gouvernance. La question de l'IA est une question de gouvernance de l'entreprise. C'est-à-dire que je ne vais pas donner mon cerveau à l'IA, en fait, en tant que chef d'entreprise. Je vais m'en servir comme un outil, mais pas quelque chose qui doit gouverner ma boîte à la place. Donc, un sujet de management, pour que les collaborateurs fassent pareil, un sujet stratégique, et finalement aussi un sujet de robustesse, puisque garder la maîtrise de son business, c'est-à-dire comme outil, c'est aussi faire face à des crises potentielles et à l'adaptabilité nécessaire que nous demande le contexte global dans lequel nous évoluons. Donc, je finirai sur deux messages qui correspondent sans doute à deux lignes de risque majeures qu'on va aborder dans les tables rondes suivantes. D'une part, rester maître de la machine. C'est vraiment rester maître du pilotage de sa boîte, en fait, continuer à gouverner humainement. Et la deuxième, surtout qu'on est dans nos types de boîtes, garder sa singularité, puisque c'est ça qui nous définit aussi en termes de standardisation des contenus, finalement, standardisation même de la réflexion. Merci beaucoup Christian pour ton mot introductif et d'accueil ici. C'est un partenariat donc, entre HLU et le CJD qui nous tient vraiment à cœur, tu l'as dit, de continuer à réfléchir ensemble, diffuser ensemble des moments comme ça, des questionnements, des espaces de débat, des convictions et de l'outillage. Et donc on va s'appliquer à rentrer dans le cœur du sujet. On va aller comme souvent en entonnoir, c'est-à-dire le paysage géopolitique global, les évolutions concernant les données jusqu'à et alors qu'est-ce qu'on fait concrètement. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, du coup, j'invite à me rejoindre Jean-Michel Valentin. Bienvenue. Bienvenue Jean-Michel, merci beaucoup de nous faire l'honneur de ta présence ce matin. C'est pas si souvent, je pense,
on va faire encore un petit sondage à main levée peut-être, qu'on prend 15 minutes. On va prendre 15 minutes avec toi pour parler en profondeur d'enjeux géopolitiques et géostratégiques. Alors, je vais faire un petit sondage à main levée. Qui a suivi une formation en géopolitique ou géostratégie sur les 6 derniers mois? Une personne ici. Bon. Alors, et pourtant, on est tous bien d'accord sur le fait que le paysage géopolitique change en ce moment, en tout cas est extrêmement chahuté. Donc, on va prendre 15 minutes, à défaut de prendre une journée. On va déjà prendre 15 minutes avec toi, Jean-Michel. Jean-Michel, tu vas pouvoir te présenter avec tes mots. Je vais d'abord te poser cette question-là, c'est qui es-tu, qu'as-tu fait dans ta vie et pourquoi tu nous parles de ça ce matin? C'est quand même assez simple. Dire que tu as écrit un excellent livre, donc ça c'est la version plus que 15 minutes. Ceux qui veulent un livre, lisez Hyperguerre, comment l'IA révolutionne la guerre. Bon. Mais donc, qui es-tu, Jean-Michel? Pourquoi tu nous parles ce matin? C'est une très bonne question que je me pose assez régulièrement. Merci Hélène. Bon, plus sérieusement, il y a 25 ans de cela, 26 ans de cela, donc j'étais en train de faire ma thèse en études stratégiques à Washington et je la faisais précisément sur la structure du débat stratégique américain. Comment le débat stratégique américain fonctionne-t-il? Alors déjà, débat stratégique, ça peut surprendre puisque en France, il n'y en a pas. On va aller à l'essentiel. On peut toujours dire oui, mais il y a un peu de ceci, il y a un peu de cela. Donc, on va arrêter les âneries, il n'y en a pas. Alors qu'aux États-Unis, le débat stratégique est un élément absolument fondamental du débat général au sein des États-Unis. C'est une entité absolument gigantesque. Et figurez-vous que depuis 1 an et demi, être spécialisé sur le fonctionnement du débat stratégique américain, c'est une plus-value qui n'est pas négligeable. Hein, il faut bien le dire. Il a fallu attendre 25 ans, mais au bout d'un moment, ça finit par payer, c'est une bonne chose. Alors, je vais commencer par une anecdote. Samedi matin, je suis contacté par quelqu'un de LCI qui me propose d'intervenir dans une émission l'après-midi pour développer la façon dont l'IA, Claude, produite par la société Anthropic, aurait été utilisée par l'armée américaine dans son intervention au Venezuela. Bon. Donc je leur dis oui, bien volontiers, et puis ensuite je suis déprogrammé. C'est intéressant. Mais en fait, ce qui est tout à fait intéressant, c'était la façon dont la question avait été posée. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Anthropic a été utilisé dans l'opération contre Maduro? Très bien. Moi, c'est quelque chose que j'ai suivi d'extrêmement près. 2 janvier 2026, donc, l'armée américaine vient littéralement prélever Nicolas Maduro dans son bunker, le ramène à New York. Ça a été une opération gigantissime, mais la façon dont des journalistes posaient la question, c'est comment est-ce qu'ils ont enlevé Maduro, sans voir que l'opération contre Nicolas Maduro s'était accompagnée de la coupure de l'accès à Internet de l'ensemble de la ville de Caracas pendant plusieurs heures. Mais ce qui est tout à fait fascinant, c'est que c'est la coupure de l'accès à Internet de Caracas et non pas de l'ensemble du Venezuela qui a eu lieu. Donc, il y a vraiment eu la création d'une bulle sur Caracas en épargnant le reste du pays et du continent avec une opération militaire absolument stupéfiante. Ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Bon. Ça, 2 janvier. Courant janvier, donc, en Iran, multiples révoltes contre le régime des mollahs en Iran. Comme en 2022, les protestataires sont soutenus par des services secrets, sans doute américains et israéliens, qui distribuent des antennes de connexion Starlink,
qui sont extrêmement efficaces pour accéder à Internet. On l'a vu en Ukraine. Et là, rupture de la connexion Starlink par les gardiens de la Révolution. C'est jamais arrivé. Donc évidemment, les Chinois regardent ça avec énormément d'attention, puisque un des enjeux, s'il y avait une offensive sur Taïwan, ça serait évidemment de pouvoir couper l'accès aux communications satellites. Depuis 2 mois, en France, la Banque Postale hackée. Hier, Bercy, le registre des contribuables hacké, mais comme du beurre. Qu'est-ce que j'oublie? Le ministère de l'Intérieur hacké, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui fait que toutes ces opérations sont possibles? Eh bien, c'est que les moyens de cyberattaque sont désormais super boostés à l'intelligence artificielle. On a changé de monde. On a changé de monde. Déjà, donc, pour reprendre ce qui commence à être évoqué, comment est-ce qu'on utilise l'IA dans les entreprises? Eh bien déjà, il faut aussi se poser la question de comment l'IA est utilisée dans l'écosystème de l'entreprise. Il n'y a pas une entreprise en France qui échappe à Bercy, et il n'y a pas un compte de Bercy, visiblement, qui échappe aux cyberpirates. Donc, c'est à regarder de près tout ça. Par ailleurs, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que désormais, tout producteur de données, c'est-à-dire vous, moi, l'immeuble, les caméras, tout outil électronique, est désormais plongé et acteur de ce que j'appelle l'hyperguerre. Alors l'hyperguerre, c'est pas une façon de dire c'est la super guerre, c'est pas ça. Hyper, en grec, ça veut dire ce qui dépasse et englobe. Nous sommes tous pris dans l'hyperguerre. J'ai envie de dire l'hyperguerre, c'est ce que Hobbes au XVIIe siècle appelait la guerre de tous contre tous, version IA. On y est. Vous y êtes. Nous y sommes. Nous sommes dedans, nous sommes immergés dedans. Le problème étant que ces technologies sont ultra récentes. On n'a pas un corpus d'expérience sur lequel travailler pour pouvoir dire voilà, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Tout ça est en train de changer, de muter à une vitesse stupéfiante, de même que les modèles d'IA sont en train de changer à une vitesse stupéfiante. Or, l'hyperguerre, c'est l'accrétion de tous les types de guerres en même temps. Et ici, on évoque ces idées. Est-ce que tu peux les nommer justement, les types de guerres habituelles auxquelles on pense? Oui, alors, guerre conventionnelle, par exemple, la guerre en Ukraine, on a l'impression que c'est une guerre conventionnelle. Certes, il y a une dimension conventionnelle, mais elle n'est pas conventionnelle du tout. C'est la guerre en Ukraine, c'est un gigantesque laboratoire de la militarisation de l'IA. Moi, je me souviens, j'étais en train de rédiger Hyperguerre en juin 2024, et je tombe sur un énorme rapport de l'Union européenne sur l'utilisation des drones de combat. Je me dis, mais merde, j'étais à la fin de la rédaction. Je me dis, punaise, mais c'est pas possible. Comme j'avais fait une veille, je me disais, mais enfin, j'ai pas pu rater ça. Et je commence à lire le résumé pour les décideurs, et là, je fais ouf, puisque les questionnements étaient des questionnements éthiques sur, voilà, faut-il utiliser des drones autonomes dans le combat, etc. Alors que un mois plus tôt, les premiers essaims de drones autonomes de combat étaient utilisés sur le champ de bataille en Ukraine. Drones aériens comme drones terrestres. Je me suis dit, ouf, ça va. Ils ont 2 ans de retard, c'est bon. J'ai pas à m'en préoccuper, c'est rassurant. Donc en fait, aujourd'hui, comme on est au CJD, je voudrais vraiment faire entendre quelque chose de très précis. Aujourd'hui, avec le basculement géopolitique fondamental qu'est l'administration Trump aux États-Unis,
le basculement géopolitique fondamental qu'est l'affrontement toute dimension entre les États-Unis et la Chine, eh bien, la géopolitique et l'économie ont refusionné. Je dis bien refusionné. Ça a toujours été fusionné jusqu'à une espèce de fiction qu'on a appelée la globalisation et le libéralisme, qui a duré 30 à 40 ans. C'est terminé. D'accord ? Donc aujourd'hui, les activités économiques, donc les vôtres, et le contexte géopolitique ont fusionné. Par ailleurs, cette fusion, elle implique une deuxième dimension qui vous touche, qui a un impact sur vous directement. C'est la fusion de la géopolitique et de la guerre économique. En France, la guerre économique, ça n'a jamais été compris. Hein, je vous le dis, soyons clairs, ça n'a jamais été compris. En France, tout le monde entend guerre économique comme une forme un peu hard de compétition commerciale et financière. Ce n'est pas du tout ça. Dans guerre économique, le mot important, c'est guerre. D'accord ? Et c'est pour ça que les Français ont pris rouste après rouste après rouste après rouste depuis 30 ans. Parce que tout simplement, ils n'ont pas compris qu'ils faisaient face à des gens qui leur faisaient la guerre. Comment ça se fait ? Eh bien, c'est très simple. À partir de 1992, aux États-Unis, Bill Clinton, qui était un génie de la stratégie, a ordonné que l'ensemble de l'appareil de sécurité nationale américain, c'est-à-dire le Pentagone, les grandes agences de renseignement comme la CIA, la NSA et les 15 autres dont vous n'avez jamais entendu parler et qui sont hyper puissantes, que les opérateurs, etc., que tout le monde se reconvertisse dans la guerre économique. Comment je le sais ? Il y a des milliers de textes. C'est parfaitement officiel. D'accord ? Donc, quasiment du jour au lendemain, l'appareil de sécurité nationale américain qui avait été construit face au bloc de l'Est, c'est-à-dire les Soviétiques et les Chinois, pour la faire courte, entre 1945 et 1992, a été réorienté sur la guerre économique tous azimuts. C'est écrit, hein ? Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui produisent l'IA, qui fusionnent avec l'IA, qui utilisent l'IA. Les Russes, les Chinois, les Indonésiens, les Turcs se sont tous dit, mais c'est vraiment une excellente idée. C'est vraiment une excellente idée. Et donc, tous les systèmes de sécurité nationale de Russie, de Chine, d'Indonésie, de Turquie travaillent avec le tissu entrepreneurial, notamment quand il s'agit de compétition internationale. Et ici, on a voulu s'auto-civiliser, ce qui est tout à fait, sur le plan éthique, ce qui est tout à fait valable. Hein, l'auto-pacification, sur le plan des principes, on ne peut que le saluer. Seulement, voilà, à un moment donné, ça devient dangereux. Ça nous met, ça vous met en danger. Pourquoi ? Parce que l'hyperguerre, elle est là. Et donc, comme c'était évoqué il y a quelques minutes, il va falloir non seulement nous livrer à une révolution intellectuelle, en acceptant que nous sommes aujourd'hui à nouveau dans un monde dangereux, avec des gens qui sont là pour défendre leur intérêt national et leur intérêt privé. Et que tout est bon pour cela. D'accord ? Moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup avec l'administration Trump, c'est qu'ils sont clairs. Ça a le mérite d'être transparent. Mais c'est pour ça que je vous ai mis le brouillard de guerre, parce qu'il y a les acteurs qu'on arrive à identifier et que tu nommes, et il y a aussi tous ceux que tu as aussi nommés, qu'on identifie encore moins. Voilà. Et donc cet exercice de comprendre qu'on ne voit pas tout, mais qu'il va falloir essayer d'être prudent face à tous ces nouveaux risques, c'est ce qu'on va continuer à s'appliquer à faire. Jean-Michel, merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. Bon, voilà, pour cet instant de lucidité, bienvenue. Alors maintenant qu'on est parfaitement, voilà, les yeux en face des trous, voilà. Merci. Je vais inviter donc la première table ronde, le premier panel, à me rejoindre. C'est là, ouais. Si j'en perds pas la moitié.
Donc je vais inviter 3 personnes à me rejoindre ici à mes côtés. Sylvie, je t'en prie, si tu veux venir ici à côté de moi. Jérôme et Nathalie, parce qu'on va aborder la question de la donnée, notamment extra-financière. Et est-il bien raisonnable d'être plus transparent demain sur la dimension extra-financière ? Faut-il ? Oui, non, comment, pourquoi ? Donc, pour avoir ce genre de réflexion, j'ai invité vraiment un panel extrêmement varié que vous allez découvrir. Je les remercie de se prêter à cet exercice. Sylvie, tu vas te présenter avec tes mots comme tu voudras. Mais pour aujourd'hui, tu auras le rôle de maître Yoda de la comptabilité socio-écologique. Alors, c'est pas comme ça que tu te présentes en général, mais aujourd'hui, donc Sylvie, donc c'est marqué sur les slides de manière plus sérieuse. Tu as été directrice environnement du groupe LVMH. Tu es aujourd'hui administratrice du CERCES, qui est le cercle des experts en comptabilité socio-écologique. Tu as plein d'autres activités. Tu as un parcours, une expertise, une expérience monstrueuse, géniale sur la comptabilité socio-écologique et aussi un regard personnel, professionnel et personnel, mais personnel en tant qu'aussi probablement amoureuse du vivant. C'était ta motivation initiale dans toutes ces batailles et tous ces chantiers. Donc maintenant, vous connaissez un peu plus Sylvie, qui aujourd'hui a une activité indépendante qui s'appelle La Dame à la licorne. Pour ceux qui connaissent la tapisserie, le sous-titre, c'est « À mon seul désir ». Et c'est extrêmement intéressant parce que ça nous pose la question du discernement individuel, justement, dans qu'est-ce qu'on fait dans ce paysage qu'on vient de nous décrire, notamment. Bon, alors Sylvie, j'en ai assez dit en introduction. Donc dans ce rôle de maître Yoda, j'ai plusieurs questions pour toi qui est revisitons aussi l'histoire, le présent et le futur des référentiels comptables et des référentiels volontaires de reporting élargis. Donc on y trouve de la comptabilité, on y trouve des reporting volontaires, on trouve de tout. Peux-tu nous éclairer sur comment ça a commencé, les débuts de la compta socio-écologique, pourquoi faire au début, des acteurs qui fabriquent les normes ? Parce qu'évidemment, ce n'est pas les normes qui nous importent, c'est qui fabrique les normes pour quoi faire et qui les utilise et avec quelles conséquences. Voilà. Donc déjà, peut-être si tu peux nous éclairer sur ces 2 points, ça a commencé comment et qui fait la règle ? Alors je vais remonter loin, je vais remonter au XVIIe siècle, puisque les premières questions vis-à-vis des entreprises viennent plutôt des puritains américains. Et c'était des questions sur les pratiques en matière d'activité. Est-ce que c'était lié à l'alcool? Est-ce que c'était lié au jeu? Tout ce qu'ils appelaient les activités du péché. Donc ça, c'est le XVIIe siècle. Et puis, ça a continué doucement et sûrement. Et puis, on arrive au début du XXe siècle. Et là, on est plutôt côté européen, où ça commence en 1930 environ. Et ce qui est assez intéressant, ça commence par les Hollandais, lien avec les États-Unis et les puritains. Donc c'est Robeco qui a été la première structure. Je parle sous l'œil vigilant de Michel Papalardo, spécialiste de ces sujets. Et donc qui ont commencé à poser des questions aux entreprises. Ça a explosé autour des années 90 avec Innovest, Vigeo, qui a été racheté par Moody's, etc. Et c'était beaucoup de structures, d'organisations européennes qui se sont mis à poser des questions aux entreprises sur leurs pratiques sociales et environnementales. Et puis, elles se sont développées, ça a augmenté, et avec le temps, peu à peu, et on retombe sur la fameuse guerre économique, tout ça a été racheté par les Américains. Quasiment toutes ces organisations ont été rachetées par des Américains. Du côté de l'entreprise, qu'est-ce qui se passait? Et ça, je l'ai vécu, c'est qu'on recevait des questionnaires qui étaient tous différents, qui étaient tous volumineux, qui ne nous posaient pas les mêmes questions, et les entreprises passaient un temps infini à répondre à ces questionnaires. Donc il y a un moment où il a fallu mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et la France, pour le coup, a été pionnière, avec la fameuse NRE en 2001, qui, dans son article 116, demandait aux sociétés cotées de publier un certain nombre d'informations sociales et environnementales. L'Europe a suivi en 2014 avec la NFRD, je vais y arriver, qui demandait aussi à des entreprises d'une certaine taille de publier des données sociales et environnementales et de gouvernance aussi.
tout ça dans les rapports annuels. Mais les entreprises étaient assez libres de donner les informations qu'elles considéraient comme pertinentes ou pas. Puis est arrivée la CSRD. La CSRD ayant comme objectif d'uniformiser un petit peu les questions de manière à avoir une vraie comparabilité avec les entreprises. Et si on retourne sur le sujet de la guerre économique, parce que je suis 150% d'accord avec tout ce qui a été dit, et on n'est absolument pas assez vigilant, je trouve, en France là-dessus, comme ça a été dit aussi, ça avait aussi un très très gros intérêt, c'est que ça obligeait les entreprises non européennes à publier des données. Et donc là, fort barrage de nos amis américains qui, par le soft power qu'ils manient si bien, ont réussi, entre autres, à faire que la CSRD, aujourd'hui, est un peu vidée de sa substance, même si on attend les textes qui devraient la remettre en forme éventuellement. Donc, et là, je me mets dans la tête cette fois du chef d'entreprise. Elle avait aussi un intérêt, elle a toujours d'ailleurs cet intérêt, de voir où sont mes risques, où sont mes opportunités, à moyen terme et à long terme. Et donc, comment est-ce que je vais définir ma stratégie face à ces risques et face à ces opportunités? Là, je vous parle de l'évolution, et je vais aller regarder un petit peu à côté l'Inde. Oui. Donc l'Inde aussi a mis en place une réglementation qui s'appelle BRSR, qui demande aux 1000 plus grosses entreprises indiennes, là aussi, de publier des données sociales et environnementales. La Chine, qui depuis le 2020 aussi, demande aux entreprises de publier des données, qui a publié des lignes directrices pour contraindre les grandes entreprises et les marchés financiers en matière de durabilité. En 2024, les 3 plus grosses bourses chinoises se sont réunies et ont publié des obligations très spécifiques en matière de transparence sur le changement climatique, la biodiversité, l'utilisation de l'énergie, l'économie circulaire, la revitalisation des zones rurales. Et puis, ça, c'est à partir de 2026, et à partir de 2027, il devrait en plus adopter une norme avec un cadre général reposant sur la double matérialité que nous, on est en train de mettre en discussion au niveau de la CSRD. Donc là encore, alors qu'on était bien parti, on est en train de perdre du terrain vis-à-vis d'un pays comme la Chine, qui, lui, avance à pas forcer. Et je ne vous parle pas de Singapour, qui est dans la même démarche. Et enfin, nos amis américains. Alors, il y a eu dans certains États des obligations qui ont été mises à certaines entreprises, et tout ça est en train d'être arrêté les unes après les autres. Oui. Et tu dirais, bien entendu, pour les grands groupes, on voit le paysage que tu décris. Oui. Bien entendu, ça touche toute la chaîne de valeur, puisque beaucoup de PME et de TI sont fournisseurs, clients. Et donc, absolument. Si on se met dans les chaussures aujourd'hui d'un DG de PME TI, comment il peut se projeter? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un peu de visibilité sur l'évolution probable des normes, des reporting qu'il devrait faire, des données qu'il va devoir fournir, ou tu dis justement on n'y voit pas grand-chose? Alors là, j'ai parlé que des obligations. Oui. Peut-être on pourra parler après des choses un peu plus volontaires éventuellement. Oui. Mais si moi je me mets à la tête, enfin en tant que chef d'entreprise, moi j'y vois un véritable exercice de connaître ma chaîne de valeur, quels sont mes risques à moyen et long terme, et du coup comment j'organise mon business pour être encore vivant dans 5 ou 10 ans, avoir les matières dont j'ai besoin pour faire mon produit, avoir des clients qui vont être fiers d'acheter mon produit, avoir des collaborateurs qui seront heureux de travailler pour moi, et d'avoir un plus social et environnemental. C'est comme ça qu'il faut voir le sujet, plus que comme simplement répondre à une obligation. Oui. Alors merci, parce que ça m'amène finalement à une forme de permutation de point de vue, qui est la différence entre rendre compte quand c'est obligatoire et compter ce qui compte. Ouais, et exactement. Quand on parle de comptabilité extra-financière et de données non financières, on a tendance à tout mélanger. Donc ça, on aura un cas très concret avec toi, Jérôme, là-dessus, mais on a tellement mélangé ces deux notions qu'on ne donne plus le vrai rôle stratégique à la donnée chiffrée qu'il devrait avoir.
et qu'on a un enjeu en plus de la maîtriser. Peut-être pour finir là-dessus, comment, si on veut compter ce qui compte et en faire un élément stratégique, on peut aussi le protéger. Est-ce que tu penses qu'on peut réellement protéger les données? Ton expérience te dit quoi? Alors, protéger les données, alors je ne vais pas rentrer dans le monde informatique dont je ne suis une simple utilisatrice lambda, mais je pars du principe qu'effectivement, tout est accessible. Hein. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Si quelqu'un vous demande de l'information, qui est cette personne? Qui est derrière? Enfin, c'est hallucinant le nombre de fois où je suis obligée d'aller dans les lignes en plus petite police de caractère tout en bas du site web pour enfin deviner qui est derrière les questions que je reçois. Enfin, des fois, c'est extrêmement surprenant. Et je suis aussi hallucinée du nombre de chefs d'entreprise qui ne le font pas. On leur pose des questions, ils répondent. Ben oui, mais voilà. Alors, donc, savoir qui est derrière, du coup, est-ce que je vais répondre ou pas? Si c'est une obligation, bien sûr, je vais répondre. Où vont aller mes données? Et ça, peut-être entrer dans une discussion avec cette personne qui va... Et alors, un autre truc, c'est noyer sous les données. C'est donner tellement d'informations que l'information importante, elle est là, mais encore faut-il être capable de la détecter. Merci beaucoup, Sylvie, pour ce paysage extrêmement rapide. Évidemment, on aimerait en savoir plus, mais on va sûrement en savoir plus aussi. Ce que je propose, c'est qu'on passe la parole à Nathalie. Nathalie, en quelques mots, tu es aujourd'hui associée dans un cabinet qui travaille sur l'expertise financière, la communication financière et extra-financière. Et tu es aussi co-dirigeante, fondatrice d'un certificat pour administrateur d'entreprise. Donc c'est au moins avec ces deux casquettes-là que tu peux nous partager quelque chose ce matin. Donc j'avais envie de te poser 2 ou 3 questions. La première, c'est, on a bien compris que la communication extra-financière est stratégique. Bon. Que ça nécessite de savoir, là encore, ce qu'on pourrait vouloir protéger, ce qui est important pour la robustesse de l'entreprise dans la durée. Peut-être tu peux nous éclairer sur ça, comment dans ton métier, les entreprises que vous accompagnez, vous jouez avec ça, et comment aussi peut-être dans le jeu d'acteurs, parce que ces informations sont souvent demandées par les investisseurs, fonds d'investissement, actionnariat, etc. En quoi, finalement, peut-être le jeu n'est pas complètement équilibré, c'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation de ces besoins de données vers cette catégorie d'acteurs dans les parties prenantes de l'entreprise, et une difficulté pour le dirigeant, parfois peut-être, à se protéger lui-même. Voilà. Merci pour l'invitation aussi. Donc effectivement, en fait, moi j'aimerais donner quand même quelques éléments de contexte, rappeler d'où vient aussi la CSRD et puis qui sont les investisseurs, ce qu'ils cherchent. Donc peut-être qui sont les investisseurs. On a aujourd'hui dans le capital de nos sociétés françaises et européennes une large part d'investisseurs institutionnels, très large, et une large part d'investisseurs étrangers. On a la moitié du CAC 40 qui est aux mains d'investisseurs étrangers. C'est important de le souligner. Évidemment, concernant les PME, ce n'est pas la même chose. Les PME sont pas... je parle beaucoup des sociétés cotées puisque je travaille beaucoup sur la communication des sociétés cotées. Donc néanmoins, tous ces investisseurs, ils ont une grille de lecture qui est risque-rendement. C'est quoi le rapport risque-rendement? Rendement-risque. Et aujourd'hui, force est de constater que les risques ont fortement évolué. Les risques se sont élargis. Et donc, les investisseurs sont obligés de regarder. Alors, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder les risques physiques, matériels pour l'entreprise, les risques de transition aussi, puisque nous sommes dans une transition des modèles d'affaires qui est induite par les pressions environnementales et sociales. Et puis les risques de réputation qui là vont toucher plus directement à l'impact de l'entreprise sur la société au sens large. Donc, recontextualiser, effectivement, ces risques, les investisseurs n'y sont pas insensibles.
Au contraire, quand on sait que la moitié du PIB mondial dépend de la nature, quand on sait que 70% des grands aquifères mondiaux sont en épuisement, quand on sait qu'aujourd'hui on est sur une trajectoire qui va nous emmener à la fin du siècle vers 2,7 ou 3 degrés, et que déjà actuellement on voit chaque jour les événements climatiques physiques s'intensifier, se multiplier, on est vraiment, quand on est investisseur, obligé de prendre en compte ces risques-là, parce que bien évidemment, ils vont impacter l'entreprise. Et il s'agit de la pérennité des activités de l'entreprise. Donc, c'était important de redire ça. Et dans ce contexte, en fait, la CSRD, c'est quand même une création du Green Deal européen. Et ce Green Deal européen, sa grande volonté, c'était elle demeure, avec son package finance durable, d'orienter les flux d'investissement vers des activités durables. Donc, toute l'information qui est demandée lors de la CSRD est censée servir d'abord les investisseurs qui eux-mêmes doivent rendre des comptes aux épargnants et à leurs investisseurs sur la façon dont ils gèrent leur portefeuille et dont ils prennent en compte ces risques qui sont réels. Voilà pour l'aspect... Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire, par rapport à cette obligation, mais qui effectivement a été transformée, décalée, dont finalement on ne voit pas encore la pleine portée, il y a quand même un rôle proactif des administrateurs et plus largement de la strate de dirigeants pour, quoi qu'il arrive, comprendre ces risques et faire quelque chose. Voilà, est-ce que tu pourrais commenter là-dessus aussi, c'est-à-dire réglementation ou pas, quelle serait ta recommandation, là encore, à toutes ces catégories d'acteurs, administrateurs d'entreprise en particulier? Alors, donc si on revient un petit peu sur la communication financière d'une entreprise cotée, elle est très très réglementée, hein. Très encadrée, avec des principes de transparence, bien sûr. La transparence est la base. Et puis l'information qu'on communique doit être fiable, précise, sincère. Donc là, on touche un petit peu à la difficulté quand on parle des données extra-financières. Comment cette communication a évolué ces dernières années? Bien sûr, elle est surexposée parce qu'on a les réseaux sociaux, parce qu'on a l'information nous échappe finalement tout le temps. Elle est de plus en plus réglementaire et elle est de plus en plus, comme tu l'as dit Hélène, stratégique. Et c'est là où on touche aux instances de gouvernance. Pourquoi elle est de plus en plus stratégique, cette information? Parce que finalement, jusqu'à présent, la communication financière était vraiment axée sur les chiffres. Moi, j'ai exercé le métier de relations investisseurs pendant longtemps et avec les investisseurs, on ne parlait que de marge. C'était d'ailleurs des conversations pas du tout agréables. Et depuis quelques années, on parle maintenant beaucoup plus de stratégie parce que justement, ces données extra-financières nous ont permis de plonger dans le business model de l'entreprise et de vraiment comprendre sur quoi il était fondé, quelles sont les ressources, les dépendances fortes de l'entreprise et comment l'entreprise peut créer de la valeur Et je me rappelle, dans le temps. Nathalie, tu disais quand même, dans certains cas, il faut quand même pas tout dire. C'est-à-dire quand on peut, il est quand même de bon goût de ne pas tout dire. Alors, oui. Ouais. Donc, effectivement, ce qui est important, donc vous l'avez très très bien souligné, ce qui est important, c'est l'information matérielle. Il faut que l'information qu'on donne aux investisseurs leur soit utile. Et dans la première version de la CSRD, effectivement, on avait plus de 1100 points de données. En fait, les investisseurs ne pouvaient absolument rien en faire. Parce que l'idée quand même est de pouvoir comparer les entreprises entre elles et de pouvoir faciliter le travail des investisseurs quand ils ont à prendre une décision qui doit être la plus éclairée possible. Donc, focus sur le matériel pour le business model de l'entreprise en termes de risque, d'impact et d'opportunité. Donc, la gouvernance, elle est là pour s'assurer que l'information qui est communiquée aux investisseurs et à l'ensemble des parties prenantes, parce que la CSRD, finalement, elle est lisible par toutes les parties prenantes, hein. Elle doit être comprise par toutes les parties prenantes, et bien s'assurer que l'information qui est donnée est fiable, précise, sincère, compréhensible, utile et surtout fondée. Il faut vraiment faire attention
à ce que cette information qu'on livre soit fondée et qu'on puisse la prouver. Et puis une autre nouveauté de la communication qu'on fait aujourd'hui, notamment avec la CSRD, c'est la trajectoire. Donc les entreprises doivent, puisque compte tenu de ce que j'ai dit au début, les business models doivent se transformer pour que les activités tiennent dans le temps. Eh bien, en fait, les investisseurs ont besoin de comprendre comment l'entreprise va s'attaquer à sa trajectoire de durabilité et transformer peu à peu, à court, moyen, long terme, ses activités. C'est vraiment ça qui est important et qui est très périlleux parce que la transition, on le constate tous, elle est lente, très lente. Les entreprises doivent faire des choix. Transformer les produits, les services. Les grands donneurs d'ordre ne sont pas toujours prêts. Hein. Et on pourrait même dire que non seulement elle est pas évidente cette transition, mais elle est peu prévisible ou prédictible dans le contexte qu'on a dessiné. Oui. Donc ça, ouais. Alors bon, il faut la faire. On n'a pas le choix parce que si on veut avoir des ressources disponibles encore demain pour les produits qu'on fabrique, il faut avoir trouvé ces ressources-là, les ressources de substitution. Il faut avoir des procédés qui sont économes en énergie, en eau. Il faut faire la transition. Il n'y a juste pas le choix. Mais alors, ça va faire une bonne transition, je pense. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi pour ce témoignage. Avec Jérôme, parce qu'on va passer du monde des entreprises cotées, avec des exigences justement de reporting et de communication extra-financière encadrées, au monde du non-coté. Et donc, j'ai invité Jérôme. Jérôme, tu as plein de casquettes. Je me les suis notées pour rien oublier. Hein. Jérôme, donc, tu es aujourd'hui directeur financier d'AF de Roule, qui est une entreprise d'assurance complémentaire automobile, notamment, je le dis dans des termes simples. Tu es diplômé d'HEC, et je trouvais ça intéressant de le nommer aussi. Tu es alumni du parcours Heart Leadership University du cœur aux actes, et tu as un métier pas facile. Donc tu es DAF d'une ETI française non cotée dans ce monde en plein changement. Voilà. Et donc je vais commencer par ça. Tu m'as dit comment tu définirais ton métier. Alors c'est un métier finalement pas toujours facile, au cœur des données stratégiques et très tiraillé entre plusieurs choses. On va partir de là. Tu m'as dit je suis très tiraillé entre le métier financier classique, le court terme, la trésor, le cash, le long terme, la viabilité de la boîte, et puis aussi le DAF engagé qui viserait à réduire les impacts négatifs du business, augmenter la contribution positive de l'entreprise. Donc forcément, tu es tout le temps tiraillé là-dedans. Et pour aussi décrire ce que tu fais au quotidien, moi je t'avais défini, et tu peux dire que c'était n'importe quoi, comme le grand capitaine de l'Aqua Boulevard des données. Je trouvais ça marrant. C'est-à-dire que dans les données, il y a des data lakes, pour ceux qui ont déjà fait du numérique, ils voient ce que c'est, des piscines de données, des tuyaux de données, des usagers de données en maillot de bain, des traitements de données pour nettoyer la piscine, et des fuites de données. Bon. Et il y a beaucoup de fuites de données en ce moment aussi. Donc voilà, repartant de là, qui est la donnée, c'est un peu liquide, ça fuit, voilà, il y en a partout. On comprend bien que ton métier n'est pas simple, parce que tu es tiraillé par des objectifs, effectivement, qui ne sont pas toujours convergents, et au plein milieu d'une piscine de données stratégiques. Voilà. Alors, partant de là, vas-y. Métier pas simple, mais j'adore mon métier quand même. Et surtout en ce moment. Et effectivement, là-dessus, si on commence par là, effectivement, je pense que mon métier où moi je suis passé un peu de chef de la compta à Chief Value Officer. Et du coup, ce changement, ça fait que maintenant on fait énormément de croisements de données. Et on croise les effectifs, la satisfaction des collaborateurs avec le chiffre d'affaires, avec les taux de marge, avec le churn des clients, etc. On croise plein de données. Ça permet de projeter vachement de choses. Excel est maintenant dépassé par vachement d'outils qui permettent de tirer des traits dans tous les sens. C'est hyper intéressant. Et sous l'angle de ce qu'on se raconte aujourd'hui, j'ai noté que ça faisait du coup beaucoup de fichiers de calcul à droite à gauche qui partent dans tous les sens et qui sont pour nous à l'interne très intéressants parce qu'on sait un peu ce qu'ils veulent dire. Sauf que je suis bien placé pour savoir qu'un chiffre, on peut lui faire dire n'importe quoi. Et qu'il y a des boîtes qui sont spécialistes des indicateurs pastèques. Ils sont verts à l'extérieur, ils sont rouges à l'intérieur. On sait exactement qu'un chiffre,
on peut lui faire dire n'importe quoi. Donc plus il y a de fichiers de croisement de données dans tous les sens, plus on peut leur faire dire n'importe quoi. Et ensuite, sur le thème de la donnée extra-financière, je constate que depuis 3 ans, on a du coup une grande appétence à faire ça. En plus, toutes mes équipes sont hyper contentes d'avoir cette conscience d'impact positif, et donc on fonce là-dedans. Et en fait, c'est nouveau, c'est non cadré ou peu cadré, alors que le plan comptable, ça c'est très cadré, on sait comment suivre la piste d'audit, etc. Et donc je vois bien qu'il y a une moindre vigilance à la stricte pertinence des données. La RGPD est assez cadrée, il y a des principes de finalité, principes de minimalisation des données. Sur l'extra-financier, on n'est pas du tout là-dedans. Et il y a quelques exemples. Alors du coup, je me suis listé quelles sont les données stratégiques pour Rool, pour une entreprise de notre taille. 350 collaborateurs, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour situer un peu la taille. C'est notre chiffre d'affaires, c'est le taux de churn de nos abonnés, surtout qu'on est dans un marché automobile qui va pas bien. Et du coup, tout le monde s'imagine que nous, on va pas bien, parce que on doit être en fonction d'un marché hyper cyclique conjoncturel, alors que nous, on a un business d'abonnement. Donc, avoir accès à notre chiffre d'affaires, c'est avoir l'impression que dans un marché qui ne va pas bien, nous, on se gave. Et en fait, c'est pas la réalité, c'est notre business model. Et si on a accès à une donnée un peu parcellaire, c'est un angle d'attaque pour dire, regardez, il y en a un qui est en train de pas jouer le jeu du marché, où normalement on devrait tous faire grise mine sur le marché de l'automobile. Qu'est-ce qui est stratégique pour nous aussi, c'est la chaîne de valeur. On est courtier, donc on a une autorité de tutelle, la CPR, et on doit respecter toutes sortes de choses. Et c'est complexe, une chaîne de valeur de courtier. Ça part de ce que paye un membre assuré jusqu'à ce qu'on remonte à un assureur qui porte le risque. Et là-dedans, il y a plein de règles qui doivent être respectées. Si on accède à la chaîne de valeur, on a toute la recette de cuisine de la boîte. Et ça peut être un angle d'attaque aussi pour des autorités de contrôle et dire, j'ai pris une petite partie des produits. Celui-là, il est trop commissionné. J'ai pris une petite partie des garanties. Donc là, c'est, je pense, le deuxième angle vraiment hyper stratégique dans nos données. Après, ce qu'on s'était dit, Hélène, c'est qu'est-ce qui s'impose à moi, DAF, en termes de reporting. À qui tu dois rendre compte? À qui je dois rendre des comptes? Au greffe, d'abord. Je dois publier des comptes. Nous, on a décidé de ne pas publier nos comptes. Parce qu'on est dans un marché de niche. Oui, et explique pourquoi, si tu veux bien. On a un marché de niche, on a un concurrent déloyal qui est immatriculé à Malte et qui, lui, n'a pas l'obligation de publier des comptes. Dès qu'on publie, la dernière fois qu'on publie, c'était en 2014, il s'en sert encore aujourd'hui pour nous dénigrer dans tous les appels d'offres où on est en concurrence l'un avec l'autre. Mais en revanche, je suis dans une transparence totale avec la Banque de France. Et il me pose des questions sur l'échéancier du LBO, les ratios de solvabilité, etc. Transparence totale, parce qu'à la fin, il délivre une cotation financière qui me donne du coup le niveau de stabilité de la boîte que je peux communiquer facilement. C'est une lettre, un chiffre. Et j'ai cette énorme confiance dans la Banque de France. J'ai la CPR à qui je dois rendre des comptes. Et là aussi, je suis très content quand ils viennent et qu'ils puissent dire oui, c'est bon, c'est un bon courtier, il coche toutes les cases en termes de taux d'accord des sinistres, en termes de satisfaction client, etc. Et je m'appuie beaucoup sur ces autorités de tutelle ou ces tiers de confiance. L'ARH, je dois rendre des comptes à l'ARH sur l'actionnariat salarié, sur le bilan social. Je dois rendre des comptes aussi à la com interne et à la RSE pour qu'ils puissent bien distiller les bonnes informations dans nos engagements d'entreprise à mission. Et puis, je dois rendre des comptes aux banques, puisqu'on est adossé à un Sustainability Linked Loan, qui est donc un prêt qui, en fonction de nos critères ESG, peut venir améliorer ou détériorer nos marges d'intérêt. Ça fait pas mal de données du coup qui circulent. Et il y a un petit exemple, la question c'est qu'est-ce que je peux divulguer involontairement en tant que DAF. En fait, j'ai constaté que je suis, moi, ravi à titre personnel et à titre de boîte de faire un bilan carbone, de le faire bien,
le mieux possible parce que derrière, ça donne des pistes beaucoup plus pertinentes pour réduire l'empreinte carbone. Mais en fait, un bilan carbone, je livre à mon prestataire de bilan carbone l'intégralité de mon fichier des écritures comptables. Chose que je ne donne qu'à mon commissaire aux comptes. Mais lui, comme il en a besoin et qu'il a développé plein d'outils d'interprétation de mon fichier des écritures comptables, il me donne un super bilan carbone. Sauf qu'en fait, je ne sais pas bien comment est-ce qu'il est gardé, celui-là, et comment est-ce qu'il l'utilise pour entraîner son modèle. Et donc, c'est un bon exemple de l'extra-financier qui se développe, mais qui amène à donner des données. Le bilan carbone aussi, on le voit aussi pas mal sur la notion d'intensité, sur le scope 3. C'est un peu technique, mais c'est comment est-ce que je réduis ma trajectoire carbone en s'assurant que par million d'euros de chiffre d'affaires, je rejette moins de carbone. Forcément, ça veut dire que si je divulgue ça, c'est très facile, c'est le dénominateur, je donne mon chiffre d'affaires en fait. Ensuite, les données de participation d'actionnaires salariés. J'aime bien être hyper transparent sur comment évolue l'action de la boîte, parce que 70% des collaborateurs sont actionnaires. Quand je fais ça, finalement, je donne aussi les clés de valorisation de la boîte, et donc l'EBITDA de la boîte. Et enfin, j'en ai déjà pas mal dit, mais finalement, si je fais pas gaffe à tout ça, ça veut dire que je donne ce que je voulais pas donner. L'ensemble de mes lignes comptables, mon chiffre d'affaires, mon EBITDA. Absolument. Et pour finir, dans le récit que tu m'avais fait, il y avait 2 points absolument passionnants, parce qu'on avait fini sur quel risque, soit très probable, soit très sévère, et on en était à si on est complètement parano, il peut se passer 2 trucs. J'avais noté 2 points que je trouve intéressants. Le premier, tu m'avais dit, vous êtes entreprise à mission en plus, c'est-à-dire vous êtes une ETI indépendante en LBO et à mission, ce qui est en soi assez atypique, et en raison des IA, tu vis une perte de maîtrise sur votre image. Tu m'as dit, si on interroge une IA sur Roule, on va trouver plein d'infos sur la dimension impact, alors que parfois, tes clients, tes acheteurs voudront le service au moindre coût et vont se dire, finalement, ça va être plus cher ou en tout cas, j'en aurai pas pour mon argent. Et comment tu vis cette perte de maîtrise de votre image, du coup ? Pas très bien, mais en fait, je suis allé un peu plus loin depuis notre discussion, parce que du coup, j'ai demandé à l'IA. Ouais. Ok, alors à partir de toutes les données que tu peux piocher partout, et ne te limite pas, Infograph, Papers, Welcome to the Jungle, et je lui ai pas listé toutes les sources. Qu'est-ce que tu peux trouver comme données sur mon entreprise et que tu peux utiliser à des fins malveillantes. En fait, ce qu'on s'est dit, ce que je m'imaginais, c'est exactement, j'ai un textbook en plusieurs actions sur comment nuire à Roule. À partir de ça. Donc en fait, déjà, ça prouve qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile à recueillir via les IA. Oui. Ça m'a pris 20 minutes de 3 prompts pour avoir le descriptif de comment nuire à Roule. Ce qu'on voit, c'est que quand on interroge Roule, on trouve un peu de données financières, mais elle date de 2014. Mais bon, à partir de ça, une IA, elle s'est facilement recoupée avec ce qu'on dit sur notre nombre de membres d'aujourd'hui. Le taux de marge constaté 2014, reporté, voilà, on fait une petite règle de 3, c'est facile, ok, ils peuvent dire, ça a pris 3 minutes à l'IA de me calculer un chiffre d'affaires, une marge. Et puis, de voir qu'on a beaucoup de communication d'entreprise à mission, de Roule Média, d'engagement pour la mobilité solidaire, etc. Et du coup, effectivement, ça veut dire que notre image, elle est un peu biaisée par rapport à la réalité de ce qu'on vend. On a l'impression qu'on vend du social, du solidaire, on vend aussi du concret, du business, de la complémentaire auto. Ce qui fait que les clients ils peuvent se dire ça, mais la réalité c'est que nos concurrents peuvent aller voir nos clients pour dire en fait vous voulez quoi, une complémentaire auto? Il y en a un qui est en train de vous le vendre, mais manifestement il gagne beaucoup de sous. Et avec ces sous, il est en train de faire beaucoup d'impact solidaire, économique, écologique, etc. Mais bon, c'est pas vraiment ce que vous voulez. Et moi, je peux vous proposer les mêmes produits, beaucoup moins chers, et je ne vous demande pas de payer pour l'utopie ou la volonté de greenwashing des dirigeants. C'est ça, en gros, que dit l'IA quand je leur demande de piocher un peu partout. Et puis, ce qui confirme aussi, c'est qu'une autorité de tutelle, elle est beaucoup plus capable d'aller fouiller un petit peu à droite à gauche. Donc je le redis, moi je suis hyper content d'avoir une autorité de tutelle, mais je ne suis pas content quand elle prend des données à droite à gauche
pour imaginer qu'on fait mal notre travail. Moi, je suis content quand une brigade vient chez nous, a une méthode, nous demande de sortir des trucs, et puis on peut expliquer le fonctionnement de notre business model. Sauf que l'IA, elle peut tout à fait choisir de ne prendre qu'une partie des choses, et un concurrent, il peut dire, bah voilà, j'ai un indice, je fais un signalement, et la CPR débarque chez nous, on en a pour 1 an de contrôle, et beaucoup de freins dans notre développement. Et puis après, il y a évidemment tout ce qu'on peut mettre en termes de code. Les développeurs développent beaucoup en ce moment grâce à l'IA. Et on fait beaucoup de tests d'innovation, des nouvelles applications, etc. Bon, en fait, celles-là, elles sont aussi assez facilement accessibles via l'IA. Et ça donne un petit cran d'avance aussi aux quelques concurrents qu'on peut avoir. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Donc, j'espère, vous avez compris la complexité du sujet déjà, les vulnérabilités, les nouveaux risques, la façon dont ça commence à se matérialiser très concrètement. Je voulais vraiment vous dire merci à tous trois, mesdames et Jérôme. Ce que je propose, c'est que si vous avez des envies de questions-réactions, vous les gardiez bien en tête et qu'on les garde pour le temps d'échange qui est après, mais qu'on fasse le panel suivant, comme ça vous aurez le panorama complet. Le panel suivant, donc merci. J'invite donc Cyril et Monica à me rejoindre. Et donc, on va faire un lien qui, au départ, peut paraître curieux, mais je pense que vous commencez à le comprendre, entre quel serait le lien entre les questions de données extra-financières, les données stratégiques, le monde des IA et le secret des affaires. Installez-vous tous. Alors, là aussi, on pourrait y passer probablement 3 heures, donc on va accorder 12 minutes à chacun de vous deux. Monica, tu vas t'exprimer en premier. Pour te présenter, donc, tu es avocate, tu as travaillé en direction financière chez Microsoft, tu as travaillé sur les questions de fiscalité et sur la transformation digitale. Et aujourd'hui, tu es copilote du groupe HEC Alumni Advanced Tech. Et donc, tu as à la fois une expérience professionnelle, une curiosité intellectuelle pointue sur l'intersection entre le monde du numérique, le monde du légal et le monde des affaires. Et donc, Monica, ma première question, c'était, selon toi, finalement, on a parlé au tout début de la définition du secret des affaires, vous vous en rappelez pour ceux qui étaient déjà dans la salle. Dans ce monde d'hyperguerre par les IA, qu'est-ce qui va rester du secret des affaires demain ? Merci de me recevoir et bonjour à tous. Alors, le secret des affaires, c'est effectivement pas qu'une question juridique. C'est vraiment au carrefour des chemins du droit, de la stratégie et de la gouvernance. Et on en a pour preuve la définition qui en est donnée dans la directive européenne du 6 juin 2016, qui définit le secret des affaires comme un secret à forte valeur stratégique qui a vocation à ne pas être public et qui doit faire l'objet de protection en mettant en œuvre des moyens raisonnables. Donc on voit bien que le secret des affaires est aujourd'hui protégé plus qu'il ne l'a jamais été, notamment en Europe, et que paradoxalement, on a un mouvement contradictoire qui fait que les entreprises, on l'a largement évoqué ce matin, sont de plus en plus contraintes de divulguer des éléments, des données qui autrefois étaient confidentielles. On a parlé de la CSRD en fiscalité, je suis fiscaliste. On peut dire que la transparence est plus que de rigueur aujourd'hui, que la fiscalité est devenue pas uniquement un outil d'optimisation, mais aussi un outil réputationnel, en fait. De plus en plus de sociétés sont obligées de communiquer leurs données avec des contrôles fiscaux quasiment en temps réel. Donc on a ce double mouvement. Alors est-ce à dire que le secret des affaires a vocation à disparaître, comme dans les régimes totalitaires, où finalement l'absence de secret, c'était un moyen de coercition et de contrôle total? Je pense que dans nos régimes démocratiques, on peut se dire que le secret des affaires va perdurer. Cependant, il faut être conscient aussi qu'en raison de ces évolutions, il va changer de nature. Il est en train de changer de nature. Il n'est plus aussi global qu'il a pu l'être. Il est de plus en plus ciblé, axé sur des données vraiment
à forte valeur, mais avec la condition d'avoir à documenter ce secret, ce qui n'était pas intuitif avant. Aujourd'hui, on doit rendre compte sur la nécessité, effectivement, de protéger un secret. Et tu me disais, il y a effectivement un équilibre qui a changé entre la notion de secret et la notion de transparence. Et tu précisais transparence réglementaire, transparence technologique. Je trouvais que ce mot était intéressant parce que transparence réglementaire, on comprend bien ce que c'est. Transparence technologique, tu as dit, l'IA générative est capable d'inférer des données sensibles à partir de signaux faibles. Ce qu'on vient exactement d'entendre. Oui. Donc, il y a ce nouveau phénomène de transparence technologique qu'on a du mal encore à pleinement saisir, mais qui est extrêmement rapide et puissant. Et ça va m'amener du coup à cette question sur, si on prend cette fois le bout des puissances du numérique, après la question du droit, que peux-tu nous dire sur le poids et l'agenda réel des géants du numérique en ce moment? Alors, sans surprise, il est colossal. D'un point de vue économique, et comme on l'a rappelé tout à l'heure, aussi d'un point de vue technopolitique, métapolitique. Cette fameuse guerre économique, elle a pour arme massive, effectivement, ces technologies. Alors, il se trouve que ces technologies ne sont pas européennes. Ces technologies, elles sont américaines, les GAFAM, et chinoises avec les BATX. Et effectivement, elles ont un poids économique colossal, et comme je le disais, un point politique écrasant, avec un pouvoir d'influence, un pouvoir de façonner, en fait, même nos infrastructures les plus critiques. Je pense à la santé, je pense à l'énergie, je pense à tout ce qui est l'essence aussi d'un état de nos sociétés, à les façonner, voilà, de façon... Oui, alors, et tu me disais, donc bien entendu, il y a ces géants qu'on connaît, même si parfois on n'en mesure pas la pleine puissance ou les évolutions récentes. Et là encore, je vous recommande chaudement les écrits de Jean-Michel, voilà, son livre, mais aussi ses chroniques régulières. Et deuxièmement, c'est aussi des technologies qui ensuite, bien entendu, vont faire et favoriser toutes sortes d'attaques. Alors, on pense souvent simplement à des cyberpirates rançons. Enfin, c'est la première idée qui vient souvent. Mais tu as animé très récemment une table ronde sur l'IA pour l'intelligence économique. Est-ce que tu peux nous dire, en synthèse, ce que vous vous êtes dit là-dedans? L'IA, c'est génial pour faire de l'intelligence économique. Ah oui, alors l'IA, les cas d'usage, pas seulement négatifs et nuisibles, entre l'IA et l'intelligence économique, sont effectivement extrêmement nombreux. Ils concernent toute la chaîne de valeur de l'intelligence économique, depuis la veille, depuis l'analyse, en passant par l'influence et la cybersécurité, donc tout ce qui est protection de données. Puisque ces technologies, c'est elles qui aujourd'hui redéfinissent la capacité à protéger ou non en fait une donnée. Et tu m'avais dit, si on prend quelques exemples, ça peut servir à de la collecte massive de données, de la prolifération d'agents, du scrapping, bref, plein de choses qui, certes, existaient déjà, mais sont amplifiées, accélérées. Aujourd'hui, la surface d'attaque. Exactement, la surface d'attaque. La manipulation, ouais. Voilà, le nombre de données qu'effectivement sont captées sont effectivement... Et alors, justement, puisqu'on est là au CJD, ton observation sur l'exposition relative des PME par rapport aux grands groupes. En gros, est-ce que les PME sont plus fragiles? Eh bien, oui, elles le sont mécaniquement, mais les grands groupes ne sont pas préservés. Les PME le sont... parce que elles ont moins de moyens, elles ont une dépendance technologique forte, elles sont exposées aussi commercialement avec des grands donneurs d'ordre qui les fragilisent. Et donc, effectivement, c'est une cible privilégiée pour les attaques. Moi, j'ai travaillé dans une ETI qui était cotée et qui s'est fait attaquer. Enfin, voilà. Et ça a été un carnage. Un carnage, et ça a été surtout une stupéfaction. Personne ne s'y attendait. Donc oui, il est très important pour les PME de s'emparer de ce sujet-là pour ne pas subir les affres de ces attaques. Oui. Et alors mais les grands groupes, et je tiens à le dire aussi, le sont aussi, même Google. Google, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais de plus en plus signale qu'il se fait de plus en plus attaquer ces grands modèles, via les fameuses API qui leur permettent effectivement de les diffuser, dénoncent effectivement des attaques de plus en plus nombreuses
visant à capter leur modèle. Donc ils ne sont pas épargnés non plus. Alors, ma question d'après, c'était, est-ce que tu peux décrypter encore un peu plus le type de guerre dans lequel nous sommes, le rôle des IA là-dedans? Je pense qu'on commence à bien le sentir. Et la sous-question dans la question, c'est, est-ce qu'on est encore maître de nos destins? Et si oui, quand même, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pars du principe que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et qu'en tant qu'humain, on se doit en tout cas de rester droit et de rester maître de son destin, même si les attaques sont nombreuses. Donc oui, je pense qu'il faut, en revanche, pour ça, il faut en être conscient. Et je pense que le grand risque des IA, c'est de projeter un miroir déformant de la réalité. On en a parlé, et vous le sentez. Et en fait, l'idée, c'est d'être vigilant sur la capacité à ne pas se faire manipuler par ce miroir. Une fois qu'on a cette compréhension de la situation, même si on n'a pas forcément les moyens de l'ambition de la dépasser, il faut faire ce qu'on sait faire, nous, en tant qu'humains. Nous, en tant qu'humains, on a une capacité, une IA, elle ne réfléchit pas. Une IA est tactique, elle n'est pas stratégique. Une IA se trompe en fonction, effectivement, des données qu'on va lui donner. L'humain a la capacité à consolider une vision, à créer un collectif. Et je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut travailler, surtout quand on est un dirigeant aujourd'hui. C'est sur la capacité, en tant qu'individu, à ajouter cette dimension à son paradigme dans la façon de projeter la vision de sa société, mais aussi la capacité à créer un collectif. Et je pense que c'est aujourd'hui, dans ce monde qui est de plus en plus fragmenté, de plus en plus individualisé, je pense que ce qui peut faire la force d'un dirigeant, ce qui est peut-être une arme encore plus forte contre ce miroir déformant qu'on veut nous imposer, pour prendre le contrôle en fait, de nos structures, eh bien, c'est d'arriver à insuffler une vision et un collectif pour permettre à nouveau de réinventer ce contrat sociétal à tous les niveaux, que ce soit au niveau des grandes ou des petites entreprises, et une loyauté de la part de ceux qui participent à l'avantage entrepreneurial que vous portez. Alors, tu me l'avais dit, on sait que ce n'est pas forcément facile, dans un contexte déjà qui est instable, peu lisible, peut-être de conflits aussi ou de fragmentation sociale, dans une époque où il y a plein de CDD ou d'auto-entrepreneurs, où en plus le monde du travail est assez éclaté. Ce que tu dis, réinstaurer une forme de loyauté autour de la mission, autour justement d'un contrat social, un niveau de confiance suffisant, une convergence de finalités. On pourrait se dire, c'est pas réaliste, c'est utopique, mais tu dis, pour autant, c'est probablement la seule chose qui, justement, peut nous protéger, ou en tout cas nous aider à faire front à cette situation adverse. Mais c'est ce qui fait qu'on est des humains, justement, et qu'on a besoin les uns des autres, que le télétravail, ça isole, que partager, créer de la valeur par écran interposé, ça a beaucoup de limites. Et donc, en fait, il faut se réapproprier, finalement, nos comportements d'humains. Que ces technologies, en fait, progressivement, sont en train de dénaturer. Eh ben, ça sera la conclusion de ton exposé, merci. Et une espérance qui est partagée également et qui nous anime chez HLU, c'est que nous sommes des êtres bioculturels. Dans bioculturel, il y a biologique. Et dans biologique, il y a le pire et le meilleur. Il y a la prédation totale, mais il y a aussi quand même des compétences sensibles et biologiques, y compris chez les animaux de pouvoir, qui pourraient nous amener à reconsidérer notre façon d'être dirigeant. Alors justement, on va passer maintenant à Cyril. Cyril, bien entendu, vers un petit moment de qui es-tu, Cyril? Mais avant qui es-tu, Cyril? Vous l'avez compris, on a un panel extrêmement varié ce matin. Et Cyril va s'exprimer, je l'espère, mais c'est bien ce qu'on s'était dit, avec deux casquettes comme toujours, son expérience professionnelle, expertise extrêmement vaste dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, et tu vas pouvoir raconter, et tes convictions aussi, ton énergie d'action, qui est pourquoi on est là ce matin, pour se parler de robustesse des PME, et donc comment agir. Et donc, c'est un peu le sujet, c'est non pas de continuer à se faire peur pour le plaisir de se faire peur, mais de comment agir avec courage et énergie dans ce paysage. Alors, Cyril, tu es actuellement président d'une agence qui s'appelle Arcane Risk. Avant ça, tu as eu plein de vies dans ta vie. Tu as été officier supérieur de gendarmerie, tu as travaillé dans les forces spéciales, tu as travaillé sur les sujets de cyberdéfense, tu as travaillé dans la sûreté auprès de grands groupes. Et aujourd'hui, tu as une agence indépendante. Et justement, le sujet, c'est comment tu peux nous éclairer sur toutes ces questions de nouveaux cauchemars pour le secret des affaires. Là encore, pas pour se faire peur, mais pour pouvoir être maître de son destin et faire ce qu'on peut en anticipation et en gestion de crise. À toi, Cyril. Bonjour à tous. Alors,
première chose, sans aucune prétention, ça fait juste 20 ans que dans mes anciens métiers, on va pleurer aux pieds de tous les chefs d'entreprise pour leur dire de faire attention, et ils nous ferment la porte en nous disant mais vous vivez dans un monde de paranoïaques, vous êtes anxiogène, une entreprise c'est fait pour grandir, le risque on le gère tous les jours, on sait faire, merci, au revoir. Heureusement, la vie est arrivée, il se passe plein de choses, la réalité vient prendre en pleine face tous les dirigeants de France qui, la grande majorité, n'ont toujours pas compris. Donc je remercie la première intervention. Mais il est grand temps d'y arriver. Moi, j'ai un principe qui est la sécurité, c'est cool et c'est sexy. Voilà. Et si on part de ce principe-là, c'est un peu le principe, vous savez, du sportif de haut niveau, qui chaque fois qui doit faire une perf, chaque fois c'est de plus en plus difficile, et pourtant il y va parce qu'il trouve ça sympa et parce qu'il y a un objectif à la fin. Donc si on prend le risque, la sûreté, la sécurité, et tous ces mots qu'on confond en France, et qu'on les met avec cette optique-là, ça va beaucoup mieux. Donc mon propos introductif, c'était celui-là, mais je voulais d'abord revenir sur qu'est-ce qu'on entend par crise. Parce que tout le monde dit, maintenant c'est le grand mot, tout le monde fait de la gestion de crise, tout le monde fait de la crise tout le temps. La crise, déjà, il faut la définir. Quand nous, on est appelé dans une boîte, souvent on dit, ouais, on vit une crise. Alors, il y a deux solutions, c'est soit on vit tous les jours des crises, j'ai pas besoin de vous, ou soit là, on vit vraiment une crise, et nous, on dit, bah, c'est pas une crise, c'est un incident, vous pouvez le gérer sans nous. Donc, on perd un marché, mais voilà. Donc, une crise, c'est quoi, et c'est important. Une crise, c'est un moment de rupture où les choses s'aggravent soudainement, et il faut prendre des décisions rapidement dans l'incertitude. Je reviens sur le brouillard de la guerre. La crise, c'est une situation grave qui dépasse ce qu'on gère normalement. Et on sent qu'il y a une perte de contrôle relatif. Et puis, il y a un élément important, c'est qu'il faut agir vite. Si maintenant vous subissez une crise énorme, mais qu'on vous dit, oh, vous avez le temps, bah, c'est pas une crise. Le fil rouge là que je voudrais mettre en place, en fait, c'est dans le secret des affaires, les données, la cybersécurité, la sûreté au sens général, les politiques de sûreté qui peuvent être mises en place. En fait, le but du jeu, c'est construire une défense économique. Et la défense économique, c'est un problème de leadership de crise. C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de direction. C'est pas un problème de la com, c'est pas un problème du DSI, c'est pas le problème d'un des associés, c'est un problème de direction. Et tant qu'on n'a pas compris ça, ça ne marche pas. Et en même temps, tu m'as souvent dit, le président ou le directeur général d'une boîte est le moins bien placé pour faire face à une crise. Est-ce que tu pourrais élaborer là-dessus ? Alors, on intervient souvent sur de la communication de crise, parce que nous, on a un prisme qui est la communication de crise a été volée par les boîtes de com, le mot. Nous, on vient gérer la crise, et la communication n'étant qu'un outil. Donc, que ce soit géré en interne ou que ce soit géré par une boîte de com sur un compte Instagram ou une réponse à un journaliste, il faut d'abord la gérer, créer les éléments de langage, et après, on choisit l'outil qu'on veut. Bien souvent, le dirigeant est le plus mal placé, pas dans le sens où il ne connaît pas ou il ne maîtrise pas, mais c'est un peu comme s'il gérait les envies de ses enfants, c'est-à-dire qu'il est dans l'émotionnel, et donc, par principe, il prendra une mauvaise décision. On part de ce postulat. Parce que lui, il veut protéger sa boîte, il a son ego, ça fait 20 ans qu'il la dirige, il connaît tout le monde, il connaît tout ce qu'il faut faire, les parties prenantes, les concurrents, il connaît l'écosystème. Donc en gros, il n'a pas besoin de nous, et il a besoin de personne. Alors qu'en fait, il faut un regard extérieur, il faut le sortir de là. Alors on peut broder tout ça en le mettant à l'extérieur, en lui disant, voilà, vous êtes un peu le phare de la stratégie, on viendra vous voir, mais vous ne pouvez pas aller avec les pouilleux gérer le problème. Mais il faut vraiment le sortir, en fait. Voilà. Alors, il vient en supervision, c'est lui qui prendra la décision finale, c'est lui qui donne le mandat vers où on va, mais ce n'est pas lui qui doit la gérer. C'est le postulat numéro 1. Et si on revient sur les types d'attaques nouvelles, parce que c'était nouveau risque, et en quoi c'est encore bien pire avec plus d'IA. Donc, on a parlé d'agrandissement de la surface d'attaque, et de boîte à pièces à conviction par la CSRD. Est-ce que tu veux commenter ça ? Voilà, on a eu un exemple avec Jérôme, mais effectivement, on comprend bien qu'en germe, ça recèle plein de nouvelles potentialités. On en parlait avec Hélène. Quand on n'est pas foncièrement des spécialistes de la CSRD, mais quand tout ça s'est arrivé, qu'on s'y intéresse, parce qu'on a une vision particulière qui est on intervient partout où il y a un risque. Le RH, logistique, contrefaçon, partout où il y a un risque.
Et la CSRD, quand elle est arrivée, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, alors sans connaître les tenants, les aboutissants, avec un regard néophyte, on s'est dit, mais c'est quand même dingue, dans le monde dans lequel on est, on va donner les indications, on va donner des données de la boîte au public. Vous êtes fous. Donc on nous a regardé, les parties prenantes, et on nous a regardé avec des yeux de paranoïaque, voilà, en disant, mais vous êtes fous, RSE, le monde change, l'écologie, etc. J'ai dit, oui, d'accord, ok, mais vous pouvez pas donner les informations de votre boîte à vos concurrents ou à tout le reste. Clients mécontents, investisseurs, banques, État, État le nôtre, État les autres. Et du coup, on a monté une sorte de concept de slogan qui est la CSRD, c'est bien, il faut la faire, parce que si elle a lieu, il faudra la faire, mais c'est aussi une boîte à conviction. C'est une boîte à outils et c'est une boîte à pièces à conviction pour tous les pas amis de la boîte. Voilà. Donc pour l'instant, ça sera vous donner quelques informations et on va être très soft. Vous pourrez vous adapter, il n'y aura pas de sanctions, etc. Vous savez très bien comment c'est la réglementation et l'administration. À partir du moment où un cadre sera posé dans quelques années, il y aura des normes, il y aura des cadres et tout ça, on vous dira vous ne pouvez pas demander de prêt à la banque parce que vous obéissez pas à ça. Les concurrents pourront aller voir et puis après vous aurez aussi les ennemis, tout ce qui est organisation non gouvernementale, concurrents, clients mécontents. Ces informations seront publiques. Et donc là, il faut que l'entreprise soit préparée à communiquer sur l'inadaptation ou l'inadéquation de ce qu'ils ont dit et la réalité. Et pour l'instant, personne n'est prêt. Et si on rajoute beaucoup d'IA là-dedans, on l'a compris aussi, l'IA fait un autre récit. Oui. Et il y a un enjeu, c'est qu'on n'arrive plus à récupérer le rôle de faire la preuve d'eux. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout maître des récits qui sont faits par d'autres. Ça peut être une viralité sur les réseaux sociaux, ça peut être un deepfake qui flingue complètement votre image ou quoi que ce soit. Enfin, il peut se passer énormément de choses. Comment on fait dans ce monde flou, enfin dans ce monde même faux, j'ai envie de dire, pour continuer à pouvoir réagir en temps de crise? À la fois en amont, c'est-à-dire des attaques complètement nouvelles, et en aval, qui est on ne maîtrise plus rien en fait dans la COP. Je sais que tu as un exemple que tu avais déjà partagé, peut-être celui-là ou un autre, d'une entreprise qui justement a été victime d'une attaque. Comment on fait pour reprendre un peu la main, y compris par l'extérieur, sur un récit cohérent? Voilà, et je vais juste faire une parenthèse sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur effectivement, si vous passez votre nom ou votre entreprise sur l'IA, qu'est-ce qui ressort? Vous avez sûrement dû le voir, tout le monde fait de l'IA maintenant. Donc, vous avez des gens qui étaient vendeurs d'essuie-glace il y a 6 mois et maintenant ils vendent des formations en IA. Donc en gros, en fait, vous achetez une formation qui a été faite par ChatGPT par quelqu'un qui vous vend une formation. Ça, c'est le contexte, c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils sont intelligents, parce qu'ils vendaient des essuie-glaces il y a 6 mois, mais il allait demander à ChatGPT, fais-moi une formation, parce que je dois faire une formation à une boîte. Donc vous pouvez le faire aussi. Donc nous, on a trouvé un truc, c'est que quand moi je tape le nom de ma boîte sur Perplexity, ça me sort quelque chose. Du coup, je lui ai dit, ok, moi je veux sortir en numéro 1 à Ville d'Angoulême. Comment je fais? Ok, vous le dit. Inscris-toi là, fais une page de blog là-dessus, va dans Google Maps, inscris-toi là, fais ci, fais ça. Donc en fait, vous cassez pas la tête. Demandez simplement à l'IA ce qu'il faut pour sortir. Et il vous le dira. En fait, faites de l'intelligence économique à votre profit et pas contre les autres. Voilà, donc je l'ai fait, ça marche. Hein. Ça marche, c'est compliqué, c'est chronophage, etc. Mais la démarche intellectuelle, elle est facilement mise en place. Et pour revenir sur... Et on a un nouveau... alors on voit partout des écrits sur l'IA, les fake news, etc. On a un début de demande en fait, qui commence à arriver, qui est qu'est-ce qu'on fait en cas de fake news, mais alors... On a tous vu le président de la République qui danse ou qui est assis dans un pilote dans un avion de chasse avec ses lunettes. Ok, ça fait rire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez une entreprise lambda qui vend du matériel industriel ou des produits alimentaires et vous avez un client mécontent qui prend le produit en photo, qui fait un montage, qui est facile à faire, hein, et qui le publie sur les réseaux et qui en fait donc une fake news. Avant, ça aurait été un article dans un journal. Maintenant, n'importe qui peut le faire. Le truc devient viral. Comment on se bat contre ça, sachant que c'est pas juste une sorte de diffamation,
il faut être préparé à ça dans la boîte. Sur quel sujet? Parce qu'il y a tous les sujets, tous les clients mécontents ne vont pas aller sur tous les sujets. Et puis, comment on gère en interne la préservation des preuves qu'on a, comment on arrive à expliquer que c'est une IA qui l'a fait, et comment on rebondit sur la com de crise là-dessus, parce que y a deux solutions. Soit on dit rien, mais le truc va s'enfler, on le sait bien, mais la majeure partie des dirigeants ne disent rien. Soit, effectivement, on dit quelque chose, mais la créativité de l'être humain, elle est là. On peut faire plein de trucs. On peut rebondir sur la com et reprendre une IA nous-mêmes et rebondir sur le défaut technique ou alimentaire ou sanitaire qui a été mis en avant, comme simplement l'expliquer ou crédibiliser la boîte. Et nous, on est parti d'un principe qui est préparer la gouvernance de crise, c'est aussi préparer une sorte d'écosystème avant. C'est-à-dire que tous vos clients, vous savez, quand on met, mettez-moi un beau témoignage, alors on a des témoignages, maintenant c'est du fake sur les sites internet, mais quand on met les témoignages des gens qui sont tout contents parce qu'ils ont travaillé avec vous, en fait, si c'est des vrais, c'est quand même important, et garder cet écosystème. Parce que le jour où vous avez un problème, vous pouvez rappeler les gens, et en fait les faire ressortir, et créer une crédibilité sur la com de crise. Ce qui fait automatiquement effacer le fake qui restera sur les réseaux, parce qu'on ne peut pas demander de l'exclure, sauf procédure qui va durer des années, mais en tout cas, ça va l'éteindre. Merci beaucoup, parce que là, on est vraiment dans le domaine des recommandations pratiques. Donc, tu dis anticiper, garder ce type de preuves et de témoignages concrets, probablement aussi se former à la question de la crise et au leadership de crise. Est-ce que vous auriez d'autres recommandations très concrètes, là encore, à des DG de PME-ETI, qui est dire quoi faire en anticipation, quoi faire pendant, après? Je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi, c'est réécrire les fiches de poste. Mais quand je dis réécrire les fiches de poste, c'est toutes les fiches de poste. Quand on recrute un financier, quand on recrute un comptable, un fiscaliste, un opérationnel, je pense qu'il faut repenser la fiche de poste. Quelles sont vraiment les compétences clés dont j'ai besoin? Quels sont les soft skills qui vont justement mener à lutter contre une IA? Et ça, je pense que, mais pas uniquement les ETI, je pense que tout le monde, personne n'est conscient que les nouveaux postes, en fait, c'est nous qui décidons ou non de les écrire. Et il faut du courage, il faut de la créativité, il faut effectivement un minimum de connaissance des risques. Mais je pense que c'est très important d'intégrer ça dans les fiches de poste. Merci, parce que ça fait une conclusion excellente sur les nouvelles compétences, profil et compétences. C'est bien les deux profils et compétences des dirigeants et de tous les autres postes en entreprise. Cyril, un mot de la fin peut-être sur ta présentation? Ouais, le mot de la fin, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, une crise, quand elle arrive, quelle que soit son ampleur, et si je prends l'exemple de la cyberattaque, parce que c'est ce qu'il y a de plus connu, mais il y en a tellement d'autres, la cyberattaque, c'est le moyen, en fait, de casser une entreprise. La cible, en fait, c'est la capacité à gérer, la capacité à décider, en fait, et la crédibilité de la boîte qui est visée. Donc, c'est un problème de leadership et c'est un problème de gouvernance. C'est pas un problème de métier transverse ou annexe. C'est vraiment un problème de chef, comme on dit dans l'armée. Merci beaucoup. Alors, pour résumer tout ce qu'on s'est dit, s'ouvrir l'esprit, merci à tous deux. Je propose à Christian de me rejoindre. Christian, on peut dire absolument ce que tu veux. On peut parler 2 minutes, 5 minutes, à l'aise, et continuer au café de toute façon. Donc, il y a une liberté totale. Christian, avocat pendant de très très longues années dans la fiscalité et durabilité, toujours avocat, co-auteur du rapport Capitalisme responsable, mais plein d'autres choses. Bon, je vous ai proposé d'intervenir ici avec un regard expert qui est, puisqu'on parlait de secret des affaires, il y avait quand même une dimension juridique au départ dans toutes ces notions, et de préservation de l'entreprise ou de valeur de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire à la fin? Un regard sur l'époque, un regard sur ce qui vient d'être dit, des recos, des suggestions. Écoute, c'est un grand honneur que tu me fais de conclure. Bon, c'est vrai que moi, je suis avocat d'affaires, j'ai été associé dans des cabinets d'avocats d'affaires, un grand cabinet d'avocats d'affaires. Quand j'ai commencé ma carrière, on était très sensible à l'information, protection de l'information, on ne fait pas parler dans un taxi, à l'époque il n'y avait pas de laptop, pas parler dans le train, enfin, on avait des micros qui passaient tous les semestres, une personne qui passait toutes les semestres dans les salles de conférence s'assurait qu'il n'y avait pas de micro, donc on était sur le contrôle de l'information. Aujourd'hui, l'information, c'est vraiment étendu à la donnée, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger l'information,
donner une anecdote qui est assez, moi, elle me fait beaucoup rire, cette anecdote. C'est une famille d'entrepreneurs, de grands-pères aux petits-enfants. Ils ont fait tous une fortune considérable. Et ceux de ma génération, enfin ceux qui sont un peu plus jeunes que moi, donc à 3 enfants, 2 entrepreneurs très très brillants et un fils chauffeur de taxi chez G7. Ça peut paraître un peu dire mon rêve, c'est des chauffeurs de taxi. Ces 2 entrepreneurs étaient sur une transaction assez importante et étaient en négociation avec un acheteur, et la négociation se termine et ils disent à l'acheteur potentiel, au vendeur potentiel, non, vous inquiétez pas, je vous trouve un taxi pour que vous preniez votre train. Il prend le taxi et les vendeurs potentiels disent dans le taxi, mais on les a roulés, ils sont nuls à mourir, putain, ils n'ont pas vu tous les points et tout. L'information, bien évidemment, est remontée chez ces 2 frères en disant, vraiment, vous êtes nuls à mourir, vous n'avez rien vu. Donc même, si vous voulez, si aujourd'hui on est dans une époque de la data hyper sophistiquée, il n'en demeure pas moins, il faut quand même protéger l'information. Moi, je suis très surpris quand je prends le train de voir le nombre de personnes qui ont leur laptop ouvert. J'étais l'autre jour à Aix-en-Provence, devant moi, il y avait un groupe assez important qui avait justement tout son rapport CSRD en grandeur nature, où je voyais tout ce qui se passait. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans le monde de la data hyper sophistiqué qu'il ne faut pas préserver l'information. Le silence, bien sûr, le silence dans un train, le silence dans un taxi, le silence dans les lieux publics, et bien évidemment des trucs aussi basiques que le téléphone et l'ordinateur. Ça, voilà, c'est pas parce qu'on est... Bon, ça, je me permets de le rappeler, et nous, dans les cabinets d'avocats, on reste toujours très vigilants sur l'information, même si on est évidemment très sensibilisé sur le problème de la donnée. Après, moi, une chose qui me frappe, c'est... Moi, évidemment, j'ai beaucoup regardé tous ces sujets aussi. C'est le paradoxe entre transparence et confidentialité. Alors, on la gère. Heureusement, l'administration fiscale, pour le moment, l'accepte. Encore que ce n'est pas tout à fait exact, parce que dans ce qu'on appelle Country by Country Report, qui est l'obligation pour les groupes de plus de 750 millions d'euros de publicité, de publier leur politique de prix de transfert, c'était avant public pour les banques, et ça va malheureusement devenir maintenant public pour toutes les entreprises. Donc, si vous voulez, un L'Oréal va connaître la politique de transfert d'un LVMH. Donc, c'est un sujet, si vous voulez. Bon, ça, c'est l'Europe, une forme de naïveté, de bien-pensance, mais toujours est-il, c'est qu'il y a un vrai sujet de transparence, confidentialité. Là, je reviens plus à mon métier d'avocat, il y a aussi un vrai sujet entre l'explication et la confidentialité. Moi, en tant que fiscaliste, j'ai parfois tendance à dire à mes clients, mais expliquez, causez cette opération. Dites dans le PV de conseil d'administration pourquoi il faut faire comme ça, pourquoi vous avez fait comme ça. Au moins, il n'y a pas de... Voilà, vous n'avez pas mis caché sous le tapis, vous avez expliqué pourquoi vous avez... Bon. Le problème, c'est que quand votre PV, après, se retrouve sur Papers et donc accès à tout le monde, il y a un problème de confidentialité. Eh oui, mais si vous voulez, c'est... Voilà. Et après, le problème de la comparabilité et de la transparence. Alors, là, on touche plus particulièrement à la CSRD, mais pas que. Je ne sais pas si ceux qui s'intéressent au sujet, je vous conseille le rapport de Sanofi. Ce rapport de Sanofi est absolument étonnant. Il est extraordinairement complet, mais moi, je suis un concurrent de Sanofi. Je me régale. J'ai tout dedans. Donc, soit ça a été volontaire, soit ça a été mal géré, mais je ne peux pas l'imaginer qu'une société de cette importance puisse publier un rapport aussi complet en matière de CSRD, avec des informations qui sont finalement aussi sensibles à notre époque, dans un domaine d'activité qui est la santé, qui est quand même pas complètement anodin. Bon. Donc ça, c'est des paradoxes quand même que l'entreprise doit pouvoir gérer. Alors, quitte à, et moi je trouve ça très bien ce que vous faites, monsieur, de ne pas publier au greffe, d'être très discret sur Papers. Moi, je suis avocat, donc transactionnel. Vous n'avez pas idée, entre Google, Papers et tout ce qu'on a accès librement, l'information que j'ai sur une entreprise. Et parfois, je surprends mon client en me disant « Mais comment vous avez eu cette information ?» Mais je lui dis « Mais Papers » ou je lui dis « Google ». Donc, on n'a pas idée, mais ça va même dans l'intimité de l'entreprise. Tous les PV de conseil d'administration qui traînent, tous les bilans qui traînent, toutes les informations financières. J'ai envie de leur dire « Vous êtes fous, quoi ». Et donc, ça, c'est un sujet. Après, il y a un autre paradoxe quand même, c'est celui de l'image et la réputation et de la transparence. Il y a des groupes, moi j'ai 2 exemples qui m'ont beaucoup frappé. Celui de Samsung, qui dans son rapport mondial, se prétend comme étant l'entreprise la plus responsable au monde.
Bon, c'était formidable. On voulait améliorer. C'était très bon pour l'image. Mais est-ce que c'était une bonne chose de mettre ça dans un document public? Sans doute pas, parce que 2 ONG françaises ont dit vous ne pouvez pas être une entreprise responsable parce que vous faites travailler des enfants en Chine, en Corée du Sud, et au Vietnam. Si pour un avocat pose plein de problèmes, tout ce que c'est qu'un enfant, il y a des pratiques ancestrales, bien évidemment c'est très choquant, mais bon, ça bien évidemment nuit à l'image de Samsung qui recherchait tous les faits inverses. A contrario, vous avez l'exemple de Vodafone qui est très intéressant. Lui, Vodafone ne communiquait sur rien. Les ONG anglaises considèrent qu'il avait une politique fiscale trop agressive, donc mouvement gilet jaune, boutique saccagée, campagne de presse dénigrante et tout ça. On dit bon, très bien, je vais publier un rapport absolument extraordinaire, qui est un modèle du genre en la matière, mais qui ne publie plus. C'était la contribution de l'entreprise aux finances publiques. Donc je dis, moi, Vodafone, je contribue pour X milliards d'euros à l'économie. Voilà. Simplement, dedans, il avait été très loin. Il a dit, je sais, voilà pourquoi j'ai une filiale au Luxembourg, voilà pourquoi j'ai une filiale dans les îles Caïmans. Donc il était d'une transparence incroyable sur sa politique fiscale et sur son organisation. C'est quand même, là aussi, si vous voulez, assez surprenant de lâcher des données qu'il a dû faire pour répondre à une demande qui était effectivement sa respectabilité fiscale. Mais donc, il y a aussi le problème de serrer les problèmes entre répondre à une demande, en l'occurrence respectabilité fiscale, versus être aussi transparent sur tous ces sujets. Donc là aussi, on amène de paradoxes qui est compliqué à gérer pour une entreprise. Après, si ce sujet vous intéresse, je vous conseille de lire Il y a eu un rapport qui a été fait à la demande d'Emmanuel Macron sur justement tout le problème de la protection des données. Il a demandé ça à Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF. C'est un rapport qui est classifié, donc on ne peut pas y avoir accès. Je n'ai pas eu accès. Simplement, je me suis baladé là encore, sur le site de l'Assemblée sur le site de l'Assemblée nationale, parce qu'il a été auditionné par l'Assemblée nationale. Et vous voyez quand même que c'est un vrai sujet de souveraineté, que c'est un vrai sujet pour les entreprises, et que c'est vrai que dans ce rapport, il n'y a pas tout le rapport, c'est juste un interview. Il y a un vrai sujet autour des PME et des ETI. Ça c'est certain. Oui. Et là, c'est le problème de la protection des entreprises qui, justement, animait principalement l'auteur de ce rapport et le président de la République. Alors, effectivement, il mentionne beaucoup de choses que vous connaissez tous, mieux que moi. Bon, bien évidemment, tout le problème de la protection des données à travers le cloud, si vous voulez, ça, c'est quand même un sujet. Tout ce que vous pouvez avoir comme accès libre à travers des papers et compagnies qui sont un greffe, tout ce que vous faites aussi, moi je suis avocat, je suis surpris de voir les collaborateurs qui font des traductions automatiques à travers DeepL. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais enfin quand vous voyez des contrats où les noms des entreprises ne sont pas blanchis, qui passent sur DeepL pour traduire de l'anglais au français ou inversement, je dis mais vous êtes fous. Parce que là, je ne sais pas où ça va, mais ça peut aller en tout cas dans des mains qui sont très malveillantes. Après, si vous voulez, il y a des sujets quand même juridiques un peu de base que je trouve qui sont parfois pas très bien traités dans un certain nombre d'entreprises. D'abord, les relations avec les collaborateurs. La façon dont le contrat est signé, avec des clauses de non-concurrence, des clauses de confidentialité. Certes, c'est a posteriori qu'on les fait jouer, mais quand ils signent en amont, il sait ce qu'il signe. Donc, et il sait ce qu'il encourt si jamais il viole cette clause. Et là, je trouve que dans ce type de contrat, il y a un certain nombre de précautions à prendre quand on recrute des collaborateurs, surtout dans des domaines un peu sensibles. Hein. Mais ça, c'est des choses qui sont quand même importantes. Les relations avec les prestataires. Très intéressant dans ce rapport, il citait le nom d'une entreprise qui, dans le secteur un peu sensible de la défense, qui avait dû donner un certain nombre d'informations confidentielles à la demande de son courtier en assurance, disant moi je veux bien assurer votre usine ou je veux bien assurer votre site d'exploitation à condition de tout savoir. Il y a un problème parce qu'on ne peut pas à la fois tout donner pour être assuré et réserver la confidentialité. Donc il y a aussi là une forme de naïveté, je pense, du directeur juridique qui a lâché toute l'info à son courtier en assurance. Alors le courtier est certainement quelqu'un de très raisonnable,
Mais toujours est-il, c'est que l'information, la donnée assez sensible, s'est exfiltrée. Les données transmises aux prestataires aussi, d'autres prestataires. Et puis vous avez tout ce qu'on appelle autour quand même de la loi, de l'intrusion des agences étrangères, qui sont quand même assez puissantes et qui peuvent vous obliger à quand même lâcher un certain nombre de choses. Et puis toutes les transmissions des données aux agences, l'Agence française anticorruption, l'administration fiscale. Il y a un truc qui est dingue dans l'Agence française anticorruption. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est une société qui s'appelait Sonepar, gros opérateur dans la distribution de produits électriques, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'AFA se présente devant Sonepar et dit « Je suis là parce que je pense qu'il y a une violation des principes de violation du code de marché public. » Voilà. Il n'était pas rentré, il n'avait pas fait son audit, il a dit ça d'emblée. La société a mis 2 ans et demi à s'en remettre. Elle a été blacklistée pendant 2 ans et demi par tous les opérateurs au motif qu'il y avait une suspicion de violation des règles en matière de marché public. Donc heureusement, pour le moment, on a une administration en général qui est assez protectrice de la donnée, encore que l'administration fiscale a lâché avec... c'est assez... Hein, et elle se fait attaquer aussi maintenant. Oui, mais bon, elle tient quand même sur un certain nombre de choses. Et elle était... c'est pas elle qui a demandé d'avoir le country by country report body de prétendeur public. Hein, c'est sous la demande du Parlement. C'est pas elle qui a demandé à lâcher le verrou de Bercy. Le verrou de Bercy, c'est quand vous êtes un dossier pénal, c'est elle qui avant décidait de le transmettre au procureur ou pas. Là, maintenant, c'est automatique. S'il y a une infraction, une répétition de l'infraction. Donc, ça veut dire que ça arrive au PNF ou je ne sais pas où, et puis dans Le Monde ou dans Mediapart. Donc ça, c'est des sujets aussi qui sont quand même importants. Moi, je trouve que le volet gouvernance doit être pris très au sérieux dans l'entreprise. Alors, c'est sûr, dans les grands groupes, l'Institut français d'administrateurs, nous avons 2 représentantes, on a publié un rapport très intéressant sur la gouvernance des données, comment au sein d'un grand groupe je dois faire. Je trouve qu'il y a pas mal de choses dont les PME et les ETI devraient s'inspirer. Le problème, c'est que beaucoup de PME et d'ETI sont dirigées par une seule personne. Il n'y a pas de conseil d'administration, parce qu'on a privilégié la SAS et pas la société anonyme à conseil d'administration. Or, c'est très dommage, parce que sur ces sujets-là, on peut avoir un conseil d'administration avec des personnes qui peuvent avoir des externes, des administrateurs indépendants, pour avoir une vue intelligente sur le problème de la protection de la donnée, le problème du plan de continuité d'activité quand vous êtes hacké. Qu'est-ce que vous faites, Moi, j'ai un grand cabinet d'avocats à Paris, il s'est fait hacker, rançon 15 millions d'euros, il a refusé de payer, il n'a pas pu travailler pendant 1 mois, il a dû appeler tous ses clients pour dire est-ce que vous pouvez me rendre le contrat que j'ai rédigé parce qu'on me l'a piqué. Donc, si vous voulez, et je trouve que certaines PME et TI devraient être équipées en matière de gouvernance pour pouvoir affronter ce type de problème avec des administrateurs indépendants. Voilà. Et puis, il y a une chose que je vous invite à lire, indépendamment du rapport à l'Assemblée nationale où Geoffroy Roux de Bézieux était auditionné, c'est le guide à usage des données sensibles de l'AFEP-MEDEF, qui est également très intéressant, et qui, en tout cas, pour toutes les entreprises, bon, c'est plus grand groupe, mais les entreprises de taille PME, TI, peuvent s'en inspirer. Voilà. Merci beaucoup, Christian, pour tout ce regard et ces recommandations très concrètes aussi, très pratiques, de prudence, de gouvernance. Moi, je trouve que, c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais il y a une forme de naïveté chez le dirigeant. Et il y a un peu ce désir de vouloir faire bien ou trop bien, alors qu'en fait, en face, on n'a pas vraiment des bisounours. Donc, voilà. Et là, il faut vraiment être conscient du fait que l'exemple de Malte est intéressant. Vous avez quand même des gens qui sont d'une violence inouïe. Mais même nous, entre confrères, on voit qu'il y a quand même des pratiques aujourd'hui qu'on ne trouvait pas il y a quelques années. Et donc, il faut être conscient du fait que, évidemment, la donnée, d'une façon générale, c'est un outil, c'est un levier très important. Merci, Christian. Merci. Alors, en 1 minute top chrono pour pouvoir vous libérer et continuer à échanger au café, pour aller plus loin, justement, pour ceux qui voudraient creuser ces sujets. Il y aura le replay qu'on peut partager, regarder, etc. Il y aura les sources qui ont été citées par les uns et les autres. Pour creuser et aller plus loin, on propose à Chalut des formats courts bientôt. La première, c'est une masterclass
prospective stratégique et alerte précoce le 12 mars prochain avec Hélène Lavoie, qui est cofondatrice de Red Team Analysis Society, donc une organisation qui a été fondée aussi par Jean-Michel. Donc toute personne qui veut relier le vaste paysage géopolitique, géostratégique à concrètement comment ça va m'arriver dessus et comment je me positionne là-dedans, et bienvenue à cette masterclass. Vous avez même le QR code pour en savoir plus. Deuxièmement, Cyril l'a dit, la sécurité c'est sexy, hein, c'est ça. Donc une masterclass leadership de crise avec Cyril, une journée sur c'est quoi le leadership de crise et surtout le pratiquer, donc une simulation de crise, avec aussi un débrief très personnel sur les compétences et profils du dirigeant nécessaires dans ces situations. Donc pas seulement du kit et de la boîte à outils, mais vraiment un regard sur soi-même dans ce bazar de leadership de crise. Et troisièmement, encore plus exotique en mai, un atelier de défense cognitive. On n'en a pas assez parlé, mais pour autant, le dirigeant est le premier à se faire berner par les alouettes de l'IA. Bertrand-Marie Flourez a travaillé dans les opérations cognitives de l'OTAN pendant de nombreuses années. Il est aujourd'hui enseignant-formateur, libéré de ses obligations et ses métiers, et c'est un grand expert de la défense cognitive. Et ça va être absolument passionnant. Voilà, donc ça c'est le menu de réjouissance à venir dans les semaines qui viennent. Et merci à tous et on poursuit au café. Bravo.